Général, Ça va? Oui. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est de me dire votre prénom, votre nom, éventuellement votre nom de jeune fille, si vous voulez. oh, mais Et je veux, j'y tiens. voilà, votre lieu et votre date de naissance. Oui. Eh bien, je m'appelle Violette Jacquet, épouse Jacquet, née Silberstein, le 9 novembre 1925, à Petroseni, c'est en Roumanie. En fait, c'est en Transylvanie. Exactement dans cette même ville que mes parents sont nés. Eux sont nés hongrois, car c'était avant la guerre de 14-18, et après le traité de Versailles, cette partie de la Transylvanie a été donnée aux Roumains. Et donc, je suis née roumaine, de nationalité. Et que faisaient vos parents dans la vie? Mon père était tailleur. Et votre mère? Ma mère, c'était une femme au foyer, mais enfin, elle aidait mon père de temps en temps, oui. Et est-ce que vous connaissiez la profession, les activités de vos grands-parents? Écoutez, du côté de mon grand-père maternel, je crois bien me souvenir qu'il était charpentier. Et du côté de mon grand-père paternel, j'ai dit maternel, hein? Oui, paternel, il était boulanger. Donc, vous vivez dans une petite ville, un village, qu'est-ce que... Oui, un bourg, au pied des Carpates. Et j'en suis partie, enfin mon père a émigré en France en 1928 et ma mère et moi sommes venus le rejoindre en 1929. Alors, dites-moi aussi, pourquoi votre père a décidé de quitter la région, la Transylvanie? Et il a décidé de quitter, mais il y a deux raisons à cela. D'abord, mon grand-père paternel avait émigré aux États-Unis dans les années 1902-3, quelque chose comme ça. Et puis, un jour, il était allé à la synagogue. C'était un des jours de fête, Rosh Hashanah ou Yom Kippour, je ne saurais vous dire. Il a été pris d'un cafard noir. Il a repris le bateau, il est rentré en Roumanie. Et je crois que c'était dans l'idée de mon père de refaire ce voyage qui avait été loupé par son père. Mais en réalité, faute de moyens financiers, je crois bien, mais il s'est arrêté en France. Donc, que fait-il votre père et que fait votre famille à l'arrivée en France? Eh bien, mon père avait un emploi à Boulogne-sur-Mer, où il travaillait dans un atelier. Et nous sommes restés à Boulogne-sur-Mer 2 ans, pas davantage parce que ma mère souffrait de crise d'asthme. Et à l'époque, il y avait ce brouillard qui a pratiquement disparu depuis. Donc, elle supportait très mal le climat de Boulogne-sur-Mer. Et le médecin avait suggéré à mon père de quitter la ville, d'aller s'installer ailleurs. Et c'est comme ça que nous nous sommes installés au Havre. Mais voyez, là encore, cette idée de derrière la tête d'émigrer aux États-Unis. Le Havre, c'était le port où s'embarquaient la plupart des émigrants de France pour rejoindre les États-Unis, chose que nous n'avons jamais fait. Et ça, on en parlait dans la famille. Non, mais c'était presque entendu comme ça. C'était une chose dont on n'avait pas besoin de parler. Et puis à un moment donné, je crois que mon père s'est très bien trouvé en France, ma mère aussi, et c'est sans regret qu'ils ont décidé de rester. Est-ce que d'autres membres de la famille, en dehors de votre père, sont venus vivre en France? Oui, vous savez, à l'époque, et encore maintenant, je crains, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait rien de tout cela dans ces pays. Et il était bien entendu que c'était les enfants qui prenaient en charge leurs parents. Donc, mon père prenait en charge ses parents et ma mère et lui ont fait venir un frère à ma mère qui, lui, en travaillant, prendrait en charge les parents du côté maternel. Et c'est comme ça que mon oncle est arrivé en France
Ça devait être dans les années 32, 33, et qu'il a effectivement subvenu aux besoins des grands-parents maternels. Après quoi, et ça c'était en 37, un de mes jeunes cousins, le fils d'une sœur à ma mère, avait très envie de venir en France, et mes parents l'ont fait venir. Il avait 2 ans et demi de plus que moi. On a été élevés ensemble, c'était comme mon grand frère, quoi. Voilà, c'était les 2 personnes de la famille qui sont venues nous rejoindre. Vous n'êtes évidemment, j'allais dire évidemment, mais quel lien vous aviez encore avec cette région de Transylvanie que vous aviez quittée? Est-ce que c'était derrière vous ou est-ce que c'était présent encore dans la famille? Bien, déjà, mon oncle est mort, mon cousin aussi, pas en déportation, hein. Mon cousin s'est engagé dans les forces étrangères au moment de la guerre. Il avait 18 ans. Il a fort heureusement été fait prisonnier. Et comme nous savions à peu près ce qui se passait en France, nous lui avons écrit dans ces lettres qu'on avait le droit de leur adresser, nous lui avons fait comprendre très clairement qu'il valait mieux qu'il reste là où il est plutôt que de rentrer, ce qu'il aurait pu éventuellement essayer de faire. Là, il n'a pas essayé. Quant à l'oncle en question, lui qui avait fait le même trajet, c'est-à-dire s'engager dans les forces étrangères pour la France, lui, il a été fait prisonnier aussi, mais il est rentré au bout de 2 ans de captivité. Hélas, vous verrez pourquoi plus tard. Alors j'aimerais peut-être qu'on parle un petit peu du climat familial, du milieu familial et de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, en s'intéressant peut-être à une description peut-être de ce qu'est votre famille. Oui, ça tourne. Que fait votre famille pour les fêtes? Est-ce qu'il y a des fêtes? Est-ce qu'il y a une pratique religieuse dans la famille? Oui, alors là, ça s'est fait en 2 temps. D'abord, mon père, qui avait un salaire relativement modeste, avait loué à Boulogne-sur-Mer une chambre meublée avec une petite cuisine. Et ma mère, en arrivant là, s'est mise à pousser des hauts cris, et c'était pas cachère, c'était pas possible, on pouvait pas manger dans ces plats. Alors ne me donnez plus jamais à aucun repas des sardines en boîte, parce que je ne peux plus les supporter. Nous avons pendant des semaines mangé des sardines en boîte, ou des pilchards, ou des choses comme ça qui étaient donc anodines, jusqu'à ce que on puisse acheter ce qu'il fallait à ma mère pour cuisiner. Le vendredi soir, elle faisait la prière, je me souviens bien. Elle se mettait un foulard sur la tête et devant les bougies, elle faisait la prière du vendredi soir. Mon père n'était pas très croyant, je ne me souviens pas qu'il soit allé à la synagogue les vendredis soirs ou les samedis. Ça, je ne m'en souviens vraiment pas. Je sais que les grandes fêtes, c'est-à-dire Yom Kippour, Rosh Hashanah et les Pâques, on allait à la synagogue. Mais très peu de temps après, ma mère, qui était une femme intelligente et les pieds bien sur la terre, a trouvé bon d'essayer de manger une escalope de veau à la crème, qu'elle a trouvée effectivement très savoureuse, et elle a complètement abandonné la nourriture cachère et tout ce qui s'en suivait. Et nous avons donc suivi les grandes fêtes, mais seulement les grandes fêtes. Les 3 grandes fêtes où on allait à la synagogue. Entre-temps, mon grand-père maternel était mort, alors ma mère assistait à cette prière aux morts au moment du Yom Kippour. Mais la croyance était relativement faible. Enfin, on ne m'a jamais endoctriné. J'allais à la synagogue parce que c'était rigolo de jouer avec les gamins qui avaient mon âge pendant que les parents priaient, vous comprenez? C'était un jour de fête, ça. Et comment vous décririez aussi les liens que votre famille avait avec la communauté religieuse? J'entends, votre mère a des difficultés, donc, ou votre famille a trouvé les aliments cachers. Est-ce que ça veut dire qu'au début, vous n'avez pas forcément de contact ou de réseau ou d'accès aux commerces qui vendent ce type de produits? Si, parce que même quand on mangeait quand même le pain du boulanger,
on achetait des pâtes, on achetait du riz, on achetait dans les épiceries les choses qui n'étaient pas censées être contre le fait de manger cachère. Mais je vous répète, ma mère, au bout un an et demi, a définitivement renoncé à cette coutume. Et autant au début, on achetait à l'époque, ça existait dans tous les marchés, des poulets vivants ou des poules vivantes. Elle allait les faire tuer par le préposé à cela à la synagogue. Et puis après, elle achetait des poulets déjà plumés. Et puis bon, il n'y a pas eu de grands problèmes à ce niveau-là. Une autre question aussi au sujet des relations sociales, etc. C'est quelle langue parle-t-on en famille et à l'extérieur? En famille, on parle le hongrois, puisque c'était la langue maternelle de mes parents. Mes parents m'ont dit que je parlais indifféremment le hongrois et le roumain quand je suis arrivée en France. J'avais pas tout à fait 4 ans. Et j'ai complètement oublié le roumain. Ce qui fait que quand je suis retournée en Roumanie il y a une dizaine d'années, je ne comprenais plus du tout, enfin quelques mots comme ça de roumain. Par contre, je parle encore le hongrois. Nous parlions le hongrois, mes parents parlaient un peu le yiddish, donc je comprenais un peu le yiddish. Et puis ils ont appris assez difficultueusement à parler le français. J'ai beaucoup aidé ma mère. C'était moi qui écrivais mes petits mots d'excuses que mes parents signaient. Je n'avais évidemment pas l'aide que j'aurais souhaité avoir pour les devoirs. Je ne pouvais pas leur demander quoi que ce soit parce qu'ils étaient incapables de me répondre. J'étais cependant une assez bonne élève même on peut dire. Et je suis entrée au lycée en 6e sans problème. J'ai eu mon certificat d'études avec mention bien. J'en suis très fière parce que pour ce qui est du reste, je suis bac-4, voyez-vous. Et quelles matières étaient vos matières favorites? Le français. Le français. Et j'ai été très fière parce qu'un jour, la maîtresse a dit aux enfants, je devais avoir 8 ou 9 ans, il n'y en a qu'une qui parle un français très pur et digne de la région angevine, où on parle, paraît-il, le meilleur français. Et ce, tout simplement, parce que je n'apprenais que le français de l'école, et non pas des variations plus ou moins patoisantes qui étaient le fait de mes petites camarades. Et ça, c'est une chose, et de toute façon, ça a été, et c'est encore ma passion, le français. Et vous m'avez dit, vous avez des frères et sœurs? Non, non. Ma mère a eu une grossesse qui a malheureusement mal tourné, et je n'ai ni frère ni sœur, non. Donc, on va essayer peut-être d'avancer un peu dans le temps. Vous avez une dizaine d'années en 1935. Oui. Entre-temps, il se passe beaucoup de choses en Allemagne. Il se passe aussi des choses en France. 1933 pour l'Allemagne, 1934 pour la France. Ce sont des dates qui sont aussi des points de repère. Est-ce que dans votre famille, on en parle? Est-ce qu'on parle de ce qui se passe dans le monde? Tout à fait. Non seulement on en parle, mais je me souviens que nous avons reçu des Juifs allemands qui étaient réfugiés d'Allemagne et en partance pour les États-Unis que nous recevions à la maison. Et j'étais parfaitement au courant. De toute façon, comme j'étais enfant unique, j'étais très impliquée dans tout ce qui concernait la famille. Je connaissais les difficultés financières, les difficultés de papier. Mon père a été à plusieurs reprises, on ne lui a pas renouvelé sa carte de travail. Alors il a fallu se bagarrer. Les patrons qui avaient beaucoup d'estime pour mon père, qui était un bon ouvrier, allaient plaider sa cause à la préfecture. Enfin, j'étais tout à fait au courant de tout ce qui se passait. Et même quand il y a eu les grandes grèves, je me souviens de ma mère qui allait porter un casse-croûte à un monsieur qui était juif aussi, mais qui travaillait dans une usine, parce qu'il était en grève. Là, vous me parlez de 1936. Oui, c'est cela. Oui. C'est cela. Et est-ce que vous vous souvenez de ces semaines terribles qui s'écoulent au moment des accords de Munich en 1938? Est-ce que vous vous souvenez est-ce qu'on en parle dans votre famille, de tout ce qui se passe en Allemagne? Oui, on en parle dans la famille et
il y a eu autre chose qui m'avait beaucoup touchée, c'est qu'il avait été prévu l'été 38 de faire un voyage à Dakar, les élèves du lycée, et c'était le fils de Daladier qui a organisé ce départ, qui n'a naturellement pas eu lieu. Mais j'étais un peu, bien moins que maintenant les enfants de cet âge-là, parce que avec la télévision, ils n'ignorent rien de ce qui se passe. Et malheureusement, ils déforment quelquefois aussi, ou ils comprennent mal les informations. Mais ça n'était pas le cas à l'époque, et c'était vraiment simplement par des amis qui venaient, qui relataient la lecture d'un article de journal concernant ceci ou cela, qui faisait que nous étions informés de ce qui se passait. Mais nous étions informés. Et est-ce que vous étiez membre d'une organisation de jeunesse? Non, non, pas du tout. Et sinon, d'une manière générale, est-ce qu'on parle aussi de politique dans votre famille? Est-ce que vos parents sont... Oui, oui, je sais que mes parents, sans être membres du tout du Parti communiste, avaient beaucoup de sympathie pour le Parti communiste. Et est-ce qu'ils ont des liens avec les mouvements sionistes? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, est-ce que vous avez dans votre vie, comme enfant, et bon, déjà vous étiez adolescente peut-être aussi à ce moment-là, est-ce que vous avez perçu des signes de stigmatisation des Juifs, d'antisémitisme? Eh bien, écoutez, non. J'habitais donc le Havre, je vous l'ai dit, et le maire du Havre s'appelait M. Léon Mayer, et c'était un juif. Mais la communauté juive du Havre était vraiment très restreinte, il n'y avait pas énormément. Il y avait, bien sûr, quelques juifs ashkénazes, comme mon père, plus ou moins tailleurs, commerçants, faisant les marchés. Et puis, il y avait aussi une communauté ashkénaze, qui étaient les juifs tunisiens, pour la plupart d'entre eux, et qui vendaient des légumes et des fruits dans les marchés. Vous voulez dire séfarade, hein? Séfarade, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Ashkenaz. Ah ben, je me suis trompée, excusez-moi. Non, je vous en Oui, prie. séfarade. Et il y avait donc à la synagogue, bon, la grande salle était réservée aux Ashkénazes, qui étaient en effet en nombre, alors qu'il y avait une petite pièce où se donnait le même genre, je suppose, de prière, mais pour les séfarades. Et ils étaient une vingtaine à peu près. Et les rapports entre les différents groupes, entre les différentes religions, jusqu'à 1939, dans ce que vous avez vécu, c'était assez harmonieux alors Tout à finalement. fait. Tout à fait. Je crois que j'étais la seule juive, et même peut-être la seule étrangère de toute cette école. Je n'ai donc jamais ressenti la moindre vexation, rien du tout. Non, vraiment, c'était sans problème. Vous avez d'ailleurs évoqué le problème de la carte de travail de votre père, hein. Ouais. Euh, quel est votre statut administratif sur le territoire français à ce Eh moment-là? bien, nous étions citoyens roumains, et en 1938, mon père a demandé la naturalisation, qu'il a obtenue d'ailleurs. Et j'ai toujours, évidemment, cet acte-là signé le ministre de l'époque qui s'appelait Marchandeau. Donc nous avons été naturalisés en 1938. Ce qui fait que quand sont arrivées les lois édictées par l'État français et qu'on nous a demandé de nous trouver au commissariat avec nos papiers, on nous a retiré immédiatement cette nationalité française pour nous donner, c'était en 1941, pour nous donner des cartes non seulement d'étrangers, mais d'apatrides. Ce qui fait que nous étions sous la protection d'aucun pays. Au moment de la drôle de guerre en 1939, où vous trouvez-vous? Nous nous trouvions au Havre, mon père a été mobilisé, et il a été mobilisé dans l'intendance, et il était à Rouen, ce qui était relativement près du Havre, 120 km, et il venait nous voir les week-ends, pendant qu'il était à Rouen. Et au moment de l'armistice, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, au moment de l'armistice, il y a eu l'évacuation du nord de la France vers le Midi. Mon père s'est trouvé être évacué vers le sud-ouest. Nous avons, ma mère et moi, évacué cette ville qui était bombardée et où les
les usines de pétrole et de raffinage de pétrole avaient mis le feu et où il y avait une fumée épouvantable en juin 40 qui faisait on aurait pu se croire à 5 heures du soir en plein hiver alors qu'il était 1 heure de l'après-midi. Et des haut-parleurs ont traversé la ville en demandant à ce que nous participions à l'évacuation de la ville, ce que ma mère et moi avons fait. Nous avons donc traversé la Seine à un endroit qui s'appelait le Bac du Aude. Nous avons passé une nuit dehors. Le lendemain matin, on a traversé la Seine et nous nous sommes rendus en 1 semaine de temps en Bretagne, où nous avions des amis qui étaient réfugiés depuis déjà un certain temps. Très exactement, à Jouvente en Pleurtuis. C'est à côté de Dinard. Alors, avant que nous avancions encore un peu dans le temps, je vais encore un peu parler de l'enfant que vous êtes, parce que vous êtes encore une enfant et vous vous acheminez vers l'âge adulte. Nous sommes en 1939. Mais quels sont les loisirs de la petite fille que vous êtes, en dehors de l'école et de tout le reste? Je ne sais pas si je peux appeler ça loisir, parce que ça a plutôt, pendant longtemps, et je le regrette bien aujourd'hui, été un pinsomme, mais j'apprenais le violon, ce qui finalement m'a sauvé la vie, en réalité. Mais je ne le savais pas encore à l'époque. J'apprenais donc le violon, j'avais un professeur adorable, qui était d'une patience angélique avec moi, qui m'aimait beaucoup, qui avait beaucoup de respect pour mon père, qui, sachant que nous n'étions pas très très riches, faisait faire à mon père des vestes d'intérieur en échange des leçons qu'il me donnait. Et puis, il y avait un cours de danse rythmique. J'avais une très bonne amie, qui est mon amie d'enfance encore aujourd'hui, qui s'appelait Josette Coquin, et nous voulions faire de la danse, mais il n'y avait pas de danse classique du tout, ce qui fait qu'on s'est inscrits toutes les deux à ce cours de danse rythmique. Bon, et on faisait ça tous les jeudis, car à l'époque c'était le jeudi, le jour de congé des enfants. Et puis j'avais une passion dévorante, mais dévorante pour le cinéma. Et à l'époque, il y avait la plupart du temps dans les cinémas 2 films, plus un documentaire, plus les actualités, plus quelquefois aussi un dessin animé. Et il y avait un cinéma qui n'était pas très loin de là où j'habitais avec mes parents, où il y avait 3 films. Alors ça, c'était le bonheur suprême. Et pour 2,50 francs, je passais toute l'après-midi au cinéma. Il y avait le cinéma et la lecture. Alors la lecture, quand j'étais au lycée, je restais à l'étude, parce que comme mes parents ne pouvaient pas m'aider beaucoup, si j'avais besoin d'un renseignement, la pionne pouvait me renseigner assez utilement. Je bâclais mes devoirs assez rapidement. Et il y avait une petite bibliothèque dont j'ai lu tous les livres pendant les 3 ans que j'ai été au lycée. Et pour en revenir juste un moment sur le violon, pourquoi avoir choisi le violon? Qu'est-ce qui vous plaisait dans le violon? Quels étaient les morceaux qui vous plaisaient? Qu'est-ce que vous jouiez? Non, là, il y a une histoire quand même assez émouvante. Ça se passait à Boulogne-sur-Mer. Nous étions encore à Boulogne-sur-Mer. J'avais donc moins de 6 ans. Et est arrivé, donc 6 ans, ça fait 31, c'est ça? Est arrivé un monsieur, pas du tout pourchassé par les nazis ou rien de tout cela, mais il est venu de Transylvanie probablement, où quelqu'un lui avait donné l'adresse de mes parents. Bref, il était venu nous rendre visite et il avait un violon. Et sur ce violon, il nous a joué quelques morceaux, dont l'humoresque de Dvorak. Et mon père a trouvé ça merveilleux, formidable. Et bon, la petite, c'était moi la petite, avait de l'oreille, chantait juste, et on imaginait qu'elle avait un sens musical évident, ce qui est un peu vrai. Mais pas question d'acheter un piano. D'abord, on n'avait pas la place, on habitait un appartement meublé. Et puis quoi, tout le monde sait que le violon, c'est l'instrument de la diaspora. Alors, et voyant que mon père était tellement
tellement fascinée par cette pièce, eh bien, j'ai accepté d'apprendre à jouer du violon. Et un jour, effectivement, j'ai pu y jouer, cet humoresque de Dvorak. Ça, c'est un événement, alors. Oui, et c'est comme ça, j'ai le souvenir précis de ma mère qui un jour me reprochant de ne pas travailler assez parce que j'aimais bien m'amuser, j'inventais des choses au violon, je faisais pas beaucoup mes gammes. J'avais d'ailleurs une technique assez calamiteuse. Elle me disait, mais étudie, ne fût-ce qu'une demi-heure par jour, tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. J'ai encore le son de sa voix dans les oreilles. En réalité, il n'y avait pas de télévision à l'époque, bien sûr. Il y avait des cinémas, il y avait du théâtre. Il y avait un beau théâtre au Havre, un théâtre à l'italienne, très beau théâtre, où on donnait des opérettes, des opéras, des pièces de théâtre. Et il y avait 2 cafés avec de la musique. Alors l'un, c'était rue de Paris, c'était le genre Ray Ventura et son orchestre, c'est-à-dire variété, chansons rigolotes, tout ça. Et l'autre s'appelait Guillaume Tell, alors beaucoup plus chic, avec un orchestre féminin qui jouait des choses plus soft que cela, des valses, des morceaux un peu romantiques. Et je suppose que ma mère, c'est à cela qu'elle pensait. Je ne pense pas, je ne peux pas m'imaginer qu'elle ait pensé à ce qui est arrivé par la suite. Alors, nous sommes en 1939. Vous vous trouvez en Bretagne. En 40, non, en 40. En 40. La Bretagne, Oui, en 40. en 40. Mon père mobilisé et replié sur le sud de la France. Et nous, en Bretagne, où nous sommes restés 1 mois. Et puis quand la France a été envahie complètement, il n'y avait pas plus de raison de rester en Bretagne qu'ailleurs. Ils étaient là aussi. Nous sommes repartis et nous sommes rentrés au Havre. D'accord. Est-ce que vous avez souvenir donc des premiers signes des lois anti-juives de Vichy? Bien sûr que je m'en souviens. Mon père a été démobilisé et est rentré à peu près 3 semaines après nous au Havre. Il a réouvert son magasin. Et puis en 41, on a été obligé de mettre en diagonale comme ça l'affiche rouge avec Jüdisches Geschäft, c'est-à-dire magasin juif. Alors là, ça aussi c'est une anecdote assez étonnante que je vais vous raconter et qui est vraie à 100%. Mon père est allé trouver le père de son apprenti, qui s'appelait Monsieur Desmar, et il lui a dit, Monsieur Desmar, voilà, je vais vous demander de m'acheter fictivement ce fonds de commerce pour que, quand tout sera fini, je puisse le récupérer sans problème. Alors mon père lui a donné l'argent qu'il fallait. Ils sont passés chez un notaire, et Monsieur Desmar a acheté le fonds de commerce de mon père. Très bien. Là-dessus, je vous en reparlerai plus tard. Nous avons quitté Le Havre pour Paris, puis ensuite pour Lille. Et lorsque je suis rentré, moi, des camps, je suis retourné au Havre, je suis allé voir le notaire qui avait procédé à cette transaction, lequel notaire m'apprend que M. Desmar, Madame Desmar, sa femme et sa fille, qui était donc l'apprentie de mon père, étaient morts sous un bombardement. Alors je lui explique ce qui s'est passé, il dit, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, tous les biens juifs, quelles qu'aient été les transactions ou pas de transactions à leur égard, seront rendus, donc vous le récupérez. Mais je vous conseille vivement d'aller voir, M. Desmar avait 5 personnes qui héritaient de lui, ils sont tous en Normandie, pas dans le même pays, bien sûr, pas dans les mêmes régions. L'un était près de Rouen, l'autre près de Bolbec, le troisième près d'Yvetot. Et il dit, mais de toute façon, avant tout cela, il faut qu'on vous émancipe. Car j'avais 20 ans. Et c'était 21 ans, la majorité à l'époque. Bon, on a fait les papiers nécessaires pour m'émanciper. Et je suis allé voir chacun de ces 5 personnes qui étaient les légataires de M. Desmar, avec une lettre type, disant qu'il se désistait en ma faveur de
de ce magasin que... Eh bien, il n'y en a pas un qui a protesté une seconde. Ils ont tous signé immédiatement, sachant pertinemment que M. Desmar n'avait rien à faire avec un fonds de commerce de tailleurs, et puis par tout simple humanité et générosité. Ce qui fait que j'ai récupéré le fonds de commerce de mon père. Alors, donc ça, ce sont les lois anti-juives. Est-ce Oui. qu'il y a d'autres types de persécutions? Eh ben, il y a eu, car moi, mes parents m'ont envoyé en 41, fin 41, à Paris avec une amie qui était là avec son petit garçon pour m'éviter les bombardements. À un moment donné, on prenait le train tous les soirs à 6 heures pour aller à 20 km du Havre pour pouvoir un peu dormir, parce que sinon c'était les bombardements tout le temps. Et puis ils sont venus me rejoindre. Vos parents? Mes parents sont venus me rejoindre en 42, on a loué un appartement. Là-dessus, l'oncle a été démobilisé. Sa femme habitait avec nous, donc c'est ma tante. Il a été démobilisé et il est parti avec sa femme, bien entendu, tenant compte de ce que nous avions eu comme problème, c'est-à-dire rendre la nationalité française, etc., et puis porter l'étoile juive, pour laquelle d'ailleurs très drôlement, on devait donner un point textile pour pouvoir les avoir. Les étoiles juives, ça c'était le comble. Donc on lui dit surtout, tu ne vas pas te présenter comme juif, et c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé un travail, il a loué un appartement assez grand, et puis il nous a dit de venir le rejoindre, parce que il allait se débrouiller pour nous avoir des tickets d'alimentation, car évidemment nous n'étions plus marqués comme ayant droit à la mairie pour obtenir les bons en question, et c'était absolument nécessaire, et on ne pouvait pas s'en passer. C'était le pain, c'était le sucre, c'était un peu de café, c'était un peu de matière grasse, enfin on ne pouvait pas vivre sans carte d'alimentation. Mais il s'en est occupé, et on a été fourni en carte d'alimentation, en vraie fausse carte d'alimentation, par la résistance du coin. Donc pas de problème. On est resté un moment chez lui, et puis on a loué une maison à Fivelil. Et à ce moment-là, il y a eu le trio qui normalement est sujet de vaudeville très rigolo, c'est-à-dire le mari, la femme et l'amant. La femme de cet oncle avait une liaison avec un Italien, lequel trafiquait, marché noir et autres, et entre autres avec la Gestapo. Depuis longtemps, elle avait un amant? Combien de temps, je ne peux pas vous dire, disons probablement quelque chose comme 6 mois. Et donc là, on est en 42, hein? En 42, oui. Enfin 42, 43 même. 43. Oui, oui. Début 43, fin 42. Et cet Italien qui traficotait donc avec la Gestapo n'a rien trouvé mieux que de nous dénoncer, moyennant certainement un petit bonus pour lui, par tête de pipe. Et c'est ainsi qu'on a été arrêté le 1er juillet 43. On a été hébergé à la prison de Loos, parce que la France, à l'époque, le nord de la France, était rattaché à la Belgique, administrativement. Donc on nous met à la prison de Loos une semaine, et puis en train, en 2e classe, on nous emmène à Bruxelles. Tous les trois? Tous les trois. Escortés par? Des flics. De quelle nationalité? Français. Des Français? Je crois. Je ne peux pas me rappeler vraiment. Oui. Je crois. Oui. Pas sûr. Et là, on nous met à la prison Saint-Gilles, à Bruxelles. On est resté une semaine aussi. Et de là, on nous a transférés au camp de Malines, qui était l'équivalent de Drancy pour ce qui est de la Belgique. Et le 31 juillet, ça a été le transport pour Auschwitz. Alors, décrivez-moi un peu le camp de Malines. Vous êtes tous les trois, les parents et vous-même. Est-ce que vous pouvez me dire
quelles sont les personnes que vous côtoyez dans ce camp? Quels sont les détenus de ce camp? Pourquoi ils ont été arrêtés? Est-ce que vous en avez parlé? Combien de temps vous passez dans ce camp? Une semaine. Une semaine. Oui, une semaine en prison, une semaine, 10 jours peut-être. 10 jours on est resté dans ce camp. C'était des Belges tous, c'était des Bruxellois, des Anversois, c'était tous des Juifs qui avaient été arrêtés pour cela. Une des filles que j'ai connues très vite après mon arrivée à Auschwitz avait été, elle, dénoncée par sa belle-mère. Autrement dit, elle avait fait un mariage blanc avec un garçon non juif pour être... elle était violoniste aussi, mais merveilleuse violoniste. Et c'était un de ses camarades de conservatoire. Donc il l'avait épousée pour essayer de la sauvegarder et de la sauver d'éventuelles déportations. Et la mère de ce garçon, qui était folle de jalousie, a dénoncé Hélène, c'est-à-dire sa belle-fille, pour s'en débarrasser, pour garder son petit garçon pour elle toute seule. Voilà, il y a eu des cas comme celui-là et certainement d'autres aussi. Enfin, tout ça pour vous dire que nous n'avions pas vraiment de relation avec ces gens qu'on ne connaissait pas du tout. Mais c'était tous des juifs qui avaient été arrêtés parce que juifs. Voilà. Et comment vous receviez cette situation? Vous vous trouvez arrêté parce que juif, on vous met dans un camp. Comment vous avez interprété ce qui se passait à ce moment-là? On a interprété ça d'abord parce que, comme on avait eu déjà connaissance de tout ce qui s'était passé en 1933, et la nuit de cristal et tout, qu'on était parfaitement au courant de tout ça, on se doutait bien que ça n'était pas pour nous envoyer dans un sanatorium. Et dans le pire des cas, on imaginait des travaux forcés, des travaux très durs, mais des travaux en usine pour la plus grande gloire de l'Allemagne nazie et pour forger les éléments nécessaires à leur victoire. Voilà comment on imaginait que ce serait. C'est-à-dire, certainement, on savait qu'on allait partir de là, que c'était un camp de rassemblement et qu'on allait partir vers l'Allemagne pour travailler dans les usines, un peu comme les STO, mais en pire. Parce que, au fond, vous avez 18 ans à ce moment-là? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Comment vous apprenez ensuite qu'on va vous mettre dans un train, que vous serez du prochain convoi? Est-ce qu'on vous le dit? Comment vous l'apprenez? On l'apprend la veille. On vous appelle. Et puis on vous dit demain matin, vous vous présenterez et on nous met dans les wagons, les fameux wagons à bestiaux. Et vous étiez combien dans ces wagons et combien dans ce convoi à peu près, vous savez? Le convoi, il y avait bien 1 millier de personnes. Il y avait bien une dizaine de wagons. Je ne peux pas vous dire exactement. Et on était une centaine entassés dans ce wagon à bestiaux avec, enfin tout le monde connaît maintenant, cette petite ouverture grillagée en haut, à gauche. Dans la chaleur. C'était le 31 juillet. On est arrivé le 2 août, au matin. Alors dans le wagon, est-ce que, avant de partir, vous aviez eu le temps de prendre quelque chose à boire ou à manger? Oui, on a emmené tout ce qu'on possédait, à boire et à manger. J'ai pas eu le souvenir d'avoir beaucoup souffert, ni de la faim, ni de la soif. En réalité, on était tellement abrutis, on était tellement serrés dans ces wagons. Et fort heureusement, je n'ai pas eu de besoin physique important. Mais ça aussi, ça a été épouvantable. Il y a eu un saut prévu pour cela, qui a bientôt été plein, vous y pouvez imaginer. Et l'arrivée le 2 août au matin a été un soulagement. On s'est dit, bon, ben, à ce moment-là, les portes se sont ouvertes. Sous les hurlements des SS et accompagnés de leurs chiens, on est descendu de ces wagons. Et il y a eu tout de suite une première sélection, c'est-à-dire la séparation des hommes des femmes, les hommes d'un côté, les femmes d'un autre. Et j'ai encore le souvenir très précis de ces hommes à qui on demandait de montrer la paume de leurs mains comme ça, pour voir si elles étaient rugueuses ou fines. Probablement pour
pour sélectionner les intellectuels. Alors mon père avait les mains fines, il n'était pas intellectuel, mais étant tailleur, il n'avait pas de mains rugueuses, il avait les mains fines. Et je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de mon père. Je ne sais pas s'il est entré au camp, s'il y est mort d'une quelconque façon, ou s'il a été gazé tout de suite, je ne l'ai jamais su. Est-ce qu'en arrivant au premier moment de votre vie au camp, de l'arrivée au camp, Ouais. et j'avais envie de vous poser une question sur ce voyage encore, et sur les conditions psychologiques dans lesquelles tout ça se passe. Est-ce que quand vous partez, vous savez en quelle direction se déplace le train et pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver ensuite? Ben, la direction, on la connaissait. C'était l'Allemagne. C'était bien évident. Ça ne pouvait pas être autre chose. Ça ne pouvait être ni la Suisse, ni l'Italie. Donc ça ne pouvait être que l'Allemagne, ça c'est sûr. Savoir où on allait, personne ne l'a su d'ailleurs. C'est là qu'a été inventé ce lieu incroyable de Pichipoi, qui veut dire n'importe quoi. On allait à Pichipoi. Ce qu'on allait y faire, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était sans doute y travailler dur dans des usines pour activer la victoire des Allemands. Mais on n'en savait pas plus. On n'avait aucune idée, aucune, de ce qui pouvait nous arriver. Et l'autre question, c'est à quel moment avez-vous été en contact avec des Allemands? Est-ce que ceux qui vous mettent dans le train, par exemple, de quelle nationalité sont-ils? C'était des Allemands. C'était probablement des SS, oui, qui dirigeaient le camp de Malines. Absolument, oui. Donc ensuite, lorsque vous arrivez en ce début du mois d'août 1943, c'est quoi? C'est le 2 août, le 3 août? Le 2 août, Le 2 août très exactement. 1943. Est-ce que vous êtes débarqué du train par des SS? Est-ce qu'il y a des déportés qui sont Oui, là? oui, absolument. Il y a des déportés qui sont là pour ramasser les valises et les sacs qu'on pouvait avoir et qu'on nous a intimé l'ordre de laisser par terre en descendant. Donc je vous ai dit que mon père était passé de l'autre côté avec les hommes et que je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de lui. Quant à ma mère, on l'a dirigée vers un camion. Et il faut vous dire que les SS n'empêchaient pas les gens d'aller rejoindre le camion. Si j'avais voulu vraiment rester avec ma mère, il m'aurait pas rejeté, il m'aurait pas refoulé. J'aurais pu prendre ce camion. Et je ne l'ai pas pris parce que je n'avais pas 18 ans, que j'étais jeune, que je me disais que peut-être le camp était loin, qu'il fallait marcher longtemps et que je préférais céder ma place à des femmes plus ou moins fatiguées, plus ou moins âgées, avec des enfants. Et en quelque sorte, moi qui ai toujours eu horreur de la marche, je faisais une espèce de béat là. Et c'est seulement quand j'ai compris que le camp était éloigné à peine d'1,5 kilomètre de la rampe où nous étions arrivés, cette fameuse rampe avec sur la grande porte l'inscription Arbeit macht frei, c'est-à-dire le travail rend libre. Quand j'ai vu qu'on avait à peine fait 1,5 kilomètre, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait là, que c'était pas possible qu'on ait mis sur des camions des gens pour faire cette courte distance. Tout le monde était à même de la parcourir, cette distance-là. Alors je me suis adressée, oui, il y avait tout le long des femmes déportées, et je m'adresse à l'une d'entre elles, je lui dis, chemin faisant, hein, je lui dis, ma mère est montée sur le camion, où est-elle? Alors elle a eu une réponse assez évasive, en disant, elle est dans un autre camp que celui-là. Ça justifiait peut-être le fait de monter sur les camions, mais j'étais quand même pas persuadée que ça pouvait être vrai. Je m'adresse à une seconde femme qui me dit aussi, qui me répond évasivement, disant elles sont dans un autre camp, plus éloigné. Et puis on arrive, on nous déshabille,
on nous rase la tête, les aisselles, le pubis, on nous donne une douche et on nous distribue des vêtements, une culotte, une chemise, une robe. Tout ça, c'était des haillons et une paire de galoches. Et on nous emmène dans un autre bloc après cela pour nous tatouer. Et c'était évidemment aussi une internée qui faisait les tatouages. Alors je lui donne mon bras tatoué et entre-temps, j'aperçois, avant qu'elle ne me tatoue, j'aperçois une officière allemande, une femme SS allemande. Inutile de vous dire que j'ignorais tout des ukases du camp et qu'on n'avait à aucun moment le droit de s'adresser à un SS pour lui demander quoi que ce soit. C'était formellement interdit, mais ça je l'ignorais. Je m'approche d'elle et je lui demande en allemand, j'avais fait de l'allemand au lycée, je lui demande en allemand où sont les femmes qui sont parties avec les camions. Alors elle me regarde, elle me dit, elles sont dans un camp bien moins dur que celui-ci. Et encore là, j'étais pas satisfaite de cette réponse. Donc, je vais me faire tatouer par la déportée qui faisait ça. Et alors qu'à chaque fois, je disais, ma mère est montée sur le camion, où sont les gens qui sont partis en camion? Là, je dis à la fille, je lui dis, écoute, j'avais une camarade qui était dans le même wagon que moi, elle est montée dans le camion, où est-elle? La porte était grande ouverte. Et elle me montre 2 cheminées qui se trouvaient à, je sais pas, entre 300 et 500 mètres de là. Et de ces 2 cheminées sortait une épaisse fumée blanche. Et elle me dit, ben, ils sont là. Alors je dis, mais ils sont déjà dans une usine en train de travailler? Ah, elle me dit, non, c'est pas une usine où on travaille, c'est une usine de mort. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que c'est? Et là, elle m'a expliqué tout. La salle de douche, d'où sortait le cyclone B, le gaz asphyxiant, et non pas de l'eau, comme il pouvait s'y attendre. La mort par asphyxie, pénible. Les corps se chevauchaient, montaient les uns sur les autres, pour essayer d'attraper un peu d'air. Et puis ensuite, la crémation. Et la grande fumée blanche, c'était ce qui sortait des fours crématoires. Donc, il ne s'était pas passé 3 heures depuis mon entrée au camp que je savais exactement ce qui s'y passait. Voilà. Qu'est-ce que vous avez... Quelles pensées vous ont traversé à ce moment? J'aurais voulu pouvoir appuyer sur un bouton et mourir tout de suite. J'aurais voulu que la terre se fende à mes pieds et que je sois enseveli. Je ne sais pas comment vous dire, j'ai été terrassé par l'horreur et le chagrin. Et à ce moment-là, j'aurais tout fait pour revenir en arrière et monter aussi dans ce camion. Et la déportée qui vous raconte tout ça, après qu'elle vous ait dit tout ça, est-ce que vous avez parlé encore avec elle? Non. Non, j'aurais pas pu parler. De toute façon, j'étais étranglé, j'étais étouffé, j'étais anéanti. Je n'avais pas à en savoir plus, je ne voulais même pas en savoir plus. C'était tout ce qui m'importait, c'était ce qui était arrivé. Et c'était ce que j'allais devoir affronter si j'avais le courage d'affronter ça. Mais je ne pensais pas du tout à sauver mon existence, ni à lutter contre le destin du tout. Autant que vous vous en souveniez par le contact visuel,
Est-ce que vous aviez une idée du nombre de personnes qui étaient parties avec les camions et du nombre de personnes qui étaient avec vous, en gros, sur le convoi? Écoutez, à mon avis, moins de 20%, à peu près 20% de ce convoi est entré au camp, hommes et femmes confondus. Il me semble qu'il y a bien dû y avoir 80% qui sont allés à la chambre à gaz. Est-ce qu'il y a aussi, parmi les détenus qui sont avec vous dans ces heures qui suivent l'arrivée, est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez? Est-ce qu'il y a des amis? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous parlez de ce que vous venez d'apprendre? Je ne me souviens pas avoir parlé de ça à qui que ce soit. Je sais que j'étais effondrée quand on nous a mis au bloc 9, lequel se trouvait sur la voie principale du camp, en bordure. Il y avait 4 rangées de blocs. C'était les blocs en dur. Ce n'étaient pas les blocs en bois, les blocs en pierre. Et on nous a mis à l'appel, 5 par 5, pour être comptés. Et à ce moment-là, j'entends, au loin, une grosse caisse qui marque le temps, boum, 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 boum. Et puis, je vois arriver devant nous, comme ça, une vingtaine de jeunes filles, de jeunes femmes, musique en tête, marche militaire en tête, et qui se dirigent vers la sortie ou l'entrée, enfin c'est le même endroit, du camp. Et je suis abasourdi parce que je me dis quoi, cet endroit où on vient de tuer des centaines de personnes, il y a un orchestre qui joue de la musique. Je suis incapable de vous dire comment se sont passés les 3 ou 4 jours qui ont suivi cette arrivée. Je ne sais pas. J'étais dans un brouillard, j'étais comme entre deux eaux, comme inconsciente à la fois et effondrée et incapable de réagir ni même de penser. Le 4e jour, il y a une Läuferin, une estafette, qui vient au bloc et qui demande à haute voix, ça c'était le camp A, c'est-à-dire le camp de quarantaine, laquelle quarantaine était observée d'une manière vraiment très précise. C'était 40 jours, pas un de plus, pas un de moins. Vous étiez en quarantaine. Nous étions en quarantaine, et ce, pour déjà qu'il y ait une espèce de présélection de celles qui ne tiendraient pas le coup. Après quoi, on devait être transféré au camp B, où là, on était dispatché dans différents commandos, où on allait avoir à travailler. Donc, cette Läuferin vient et demande des musiciennes. Alors, je me dis, moi, j'ai fait 7 ans de violon, mais je suis persuadée qu'il y a au moins 30 femmes qui jouent du violon mieux que moi. Et je ne vais même pas me présenter, d'ailleurs, j'en avais pas vraiment envie non plus. Mais Hélène et son amie Fanny, qui sont devenues 2 grandes amies à moi, se sont présentées et ont été agréées à l'orchestre. Alors vous ne les connaissiez pas Non, jusqu'à ce moment-là? Elles étaient mes voisines. Je ne sais même pas si on était dans le même wagon, je ne pense pas. Mais c'était mes voisines dans le bloc où nous étions. Et comme c'était des Belges, donc francophones, on avait des relations, on se parlait. Elles reviennent le soir, habillées proprement, avec un petit fichu, une petite pointe blanche attachée sur la nuque pour couvrir leur crâne rasé. Et je leur demande comment ça s'est passé. Ah ben on a fait une audition. L'une était violoniste, excellente violoniste, et l'autre était mandoliniste. Alors elle dit, nous allons aller jouer tous les jours, répéter avec l'orchestre. Et quand la quarantaine sera terminée, nous allons être vraiment intégrés définitivement à l'orchestre. Et elle me raconte, c'était un bloc tout propre, où il y a, dans le bloc, il y a la moitié du bloc qui est la salle de musique, et l'autre moitié, c'est le réfectoire dortoir. C'est impeccable, c'est « ahurissant ».
Et Hélène me dit, tu devrais te présenter. Parce que je dis, moi j'ai fait 7 ans de violon, mais j'ai vraiment aucune chose. Elle dit, si, tu devrais te présenter. Alors, j'imagine, car c'était 5 ou 6 jours après mon arrivée, j'imagine que le besoin de continuer à vivre s'est manifesté pendant ces quelques jours et que j'étais décidée de faire ce qu'il fallait pour essayer d'en sortir. Je ne peux pas donner une explication logique à ça, mais si je me suis présentée, c'est bien pour ça. Donc je me présente. Je suis reçue par la chef d'orchestre, qui s'appelait Tchaïkovska, qui avait eu ce poste, j'imagine, à cause de cette similitude de nom, alors qu'elle avait absolument rien à voir avec Tchaïkovski, étant donné qu'elle était polonaise, que Tchaïkovski était russe, mais bon. C'était une folle dingue. Elle me reçoit, elle me dit, bon, ben, joue-moi quelque chose. Alors, je prends le violon qu'elle me tend et je massacre allègrement la méditation de Thaïs, qui était le dernier morceau que j'avais étudié. Alors, elle me regarde, elle me dit, ah non, ça va pas du tout. Ça n'avait rien d'étonnant pour moi. Et je suis rentré au bloc 9. Le soir, quand mes camarades sont venus, elles m'ont dit, alors ça n'a pas marché? Ben, je dis non, j'ai pas bien joué, et puis bon, il m'a renvoyé. Très bien. Se passe la quarantaine, on est transféré au camp B. Hélène et Fanny sont toujours encore avec moi, dans l'attente d'être définitivement transférés à l'orchestre. Et le lendemain ou le surlendemain de notre passage au camp B, Hélène me dit, tu sais, nous avons un autre chef d'orchestre, tu devrais revenir te présenter parce que c'est une vraie musicienne, c'est Alma Rosé. Alma Rosé, c'était la fille d'Arnold Rosé, lequel avait, avant la guerre, un quatuor très célèbre. Et c'était aussi la nièce de Gustav Mahler. Alors, elle me dit, viens te représenter, tu peux avoir des chances là. J'avais entendu, quand j'avais été auditionnée la première fois, que les musiciennes répétaient un morceau qui s'appelait Comtesse Maritza. C'était un medley de cette opérette austro-hongroise de Franz Lehár. Et il y avait là un mouvement lent et un mouvement rapide, une tchardache, enfin. Et je me dis, si je peux auditionner avec ça, j'ai peut-être des chances, parce que, aussi mauvaise technicienne que je sois, j'ai un sens musical certain. Je vais faire trémolo sur le mouvement lent et puis donner un peu de rythme au mouvement rapide. Je suis d'origine hongroise, donc cette musique-là m'était très familière. Et je demande à Alma Rosé de me laisser une demi-heure pour me dégourdir les doigts et aussi qu'elle me donne la partition du premier violon de cette opérette. Ce qu'elle fait, au bout d'une demi-heure, elle vient, elle dit « Bon, ben, je t'écoute ». Alors je joue, si bien que je peux. Elle me regarde dubitative, elle me dit « Écoute, c'est pas terrible, mais je te prends un essai pour 8 jours. Tu vas venir tous les jours et on verra. Tu viens le matin après l'appel, tu rentres le soir avant l'appel, et tu viens pour étudier, enfin pour répéter avec les camarades. » Ce que je fais. Et au 4e jour, il avait plu toute la nuit, il pleuvait encore le matin. Je descends de mon espèce de grabat et je ne trouve pas mes galoches. Et il pleuvait et j'étais pieds nus. Et je suis allé pieds nus. Inutile de vous dire que les rues et les allées de ce camp étaient en terre battue et que c'était une bouillasse, et on était déjà presque à la mi-septembre, il commençait à faire froid, j'étais mouillé, j'arrive au bloc et je trouve un seau d'eau froide où la chef de bloc me dit « Tu vas te laver les pieds là-dedans ». Et ce seau était destiné à ce que
les musiciennes qui venaient d'aller jouer les marches militaires pour la sortie des commandos se lavent les pieds parce que le bloc était tip-top et qu'il ne fallait pas amener de la boue dans le bloc. Donc elle me fait laver les pieds dans cette eau glacée. Et puis bon, tous les malheurs de la terre que je venais de subir me tombent sur les épaules, j'éclate en sanglots. À ce moment-là, Alma Rosé arrive avec les camarades, je vous dirai pourquoi après. Et elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je lui dis, voilà, on a volé mes galoches, j'ai froid, je suis pas bien, j'ai mal, ma mère, mon père, je sais pas, enfin bon. Elle dit, bon, ben, c'est bien, je te prends tout de suite à l'orchestre. Et c'est comme ça que j'ai été intégrée à l'orchestre. Je dois peut-être la vie à cette folle qui a pris mes sabots, mes galoches, on ne sait pas pourquoi, on avait chacun une paire de galoches, ça ne pouvait pas se négocier, je ne sais pas pourquoi, on me l'a volé, mais bon. J'ai donc été intégrée à l'orchestre. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que 15 jours après, j'ai eu le typhus, et là, ça a été le révire, autrement dit le mouroir quasiment. Alors il faut que je vous explique, cet orchestre était destiné au départ à jouer des marches militaires pour la sortie et la rentrée des commandos. La sortie pour aller au travail, la rentrée revenant du travail, où il fallait impérativement qu'elle soit le même nombre à être sortie, le même nombre à rentrer. Ce qui fait que si par hasard il y en avait une qui mourait, elle était transportée dans une brouette, mais comptabilisée avec celle qui rentrait. Puisqu'il y en avait 4992 qui sortaient, il fallait impérativement qu'il y en ait 4992 qui rentrent, y compris les morts. Donc, j'ai une fièvre énorme, j'ai un bras qui me fait mal, qui est gonflé, et on me met à l'hôpital, enfin on me met au révire. Alors là, j'étais dans le coma pendant au moins 3 semaines. J'ai passé une sélection devant l'aréopage des médecins dont Mengele. Je m'en souviens pratiquement pas parce que j'étais complètement dans le brouillard. J'ai rien mangé pendant ces 3 semaines, même un mois. Je ne pouvais pas avaler quoi que ce soit. J'étais dévoré par la fièvre et vraiment dans le coltard le plus total. Et puis j'ai commencé à aller un peu mieux. Et puis il y a eu une deuxième sélection. J'avais beaucoup maigri. Mais là, j'étais tout à fait consciente et je me suis dit, bon ben, je passe cette sélection, mais je la fais élégante. J'avais lu, comme toutes les jeunes de mon âge, des magazines féminins où il était dit que les mannequins, pour défiler, effaçaient leurs épaules, rentraient bien leur ventre et puis se déhanchaient un peu pour défiler au moment des collections. Alors j'ai effacé mes épaules, je n'ai pas rentré mon ventre parce que je n'en avais pas, je ne me suis pas déhanché non plus, mais j'ai défilé très droite et très digne devant l'aréopage SS, en me disant, si jamais on me met à gauche, je dirais que je fais partie de l'orchestre et peut-être ça me sauvera la vie. Je n'ai pas eu à le faire. On ne m'a pas mise à gauche. Mais par contre, on a mis à gauche des femmes qu'on a ensuite enfermées au bloc 25. Et dans ce bloc 25, elles sont restées 2 ou 3 jours sans boire, sans nourriture, et dans l'attente du camion qui allait venir les chercher pour les emmener à la chambre à gaz, en sachant pertinemment ce qui allait leur arriver. Je ne sais pas si vous imaginez l'horreur de cette situation. Ces femmes qui attendaient 3 jours avant d'être exécutées de cette façon-là. Je suis donc sorti de l'hôpital dans un état de faiblesse énorme. Et Alma Rosé, qui m'avait sauvé la vie en m'intégrant à l'orchestre à ce moment-là, était quelqu'un d'extrêmement rigoureux et sans pitié. Au lieu de me laisser éventuellement 3-4 jours me reposer, tu es sorti de l'hôpital, tu déambules avec les autres, tu vas jouer comme les autres.
Et les autres défilaient au pas, mes camarades. Un pas relativement vif. Pas de course, mais quand même. Et je n'arrivais pas à les suivre. J'étais tellement faible, j'arrivais pas à marcher convenablement. Mes muscles avaient fondu, mes sphincters aussi. Le deuxième ou troisième jour, on revenait après avoir joué les marches militaires, parce qu'on y allait, on y allait juste avant que les commandos ne sortent du camp, pour être prêtes là, de manière à ce que les SS puissent les compter, avec comme agrément des marches militaires qui scandaient la marche des femmes. Et je me trouvais à peu près entre 50 et 100 mètres derrière mes camarades en rentrant, après avoir joué. À ce moment-là, le chef de camp, homme, s'appelait Hessler. Il voit arriver l'orchestre, il me voit au loin, il arrête l'orchestre et il demande à Alma Rosé qu'est-ce que c'est que cette musulmane qui trottine là-bas derrière. Il faut savoir qu'on l'appelait musulmane, ça c'était une appellation donnée par les Allemands, c'était un mot que tout le monde employait pour les gens très maigres et pratiquement avec la peau sur les os. De même qu'il y avait un autre mot qui était un mot vraiment du camp et qui était organisé. Organisieren, ça c'était se débrouiller pour, autrement dit voler, ou vendre, ou acheter, ou se débrouiller pour avoir quelque chose. Parce qu'il y avait un souk aussi. Le soir après l'appel, les femmes, par exemple, des cuisines, vous vendez 2 pommes de terre pour une demi-ration de pain. Avec une camarade, moi j'ai acheté une brosse à dents pour une ration de pain. On s'est privé de pain pour avoir une brosse à dents qu'on se partageait. Donc, me voilà poulopant derrière, et il arrête Alma Rosé en disant « Qui c'est cette musulmane ?» Alors, elle a eu le réflexe de dire « C'est une de mes meilleures violonistes ». Il a dit « Bon, ben, on va faire en sorte qu'elle se remette un peu. » Et il a ordonné à ce que l'on me donne ce qui s'appelait la diète. Ça, c'était donné au chef de bloc, au capot, au médecin. C'était un demi-litre de soupe sucrée au lait, avec soit de la semoule, soit du Quaker, et c'était avec un demi-pain blanc. J'ai eu ça pendant 2 mois. Et ça m'a requinqué. Inutile de vous dire que quand je suis sorti, après être resté pratiquement 1 mois sans rien manger, j'étais affamé complètement. Nous avions beaucoup de privilèges dans cet orchestre, entre autres. Nous avions un bidon de 50 litres de soupe alors que nous n'étions que 40, et que sur les 40, tout le monde ne mangeait pas la soupe. Les Polonaises non juives qui recevaient des colis ne mangeaient pas la soupe, donc on avait de la soupe à volonté. Et moi, je me prenais 2 litres de soupe à midi, j'avais le ventre gonflé comme ça, mais j'étais affamé. Et donc, cette diète que j'ai eue pendant 2 mois m'a aussi été bien bénéfique. Alors non seulement on jouait les marches militaires pour faire sortir et entrer les commandos, mais on étudiait des morceaux de musique et on donnait des concerts le dimanche après-midi, la plupart du temps dans ce no man's land qu'il y avait entre le camp A et le camp B, quelquefois dans les révires, c'est-à-dire dans les hôpitaux. Et il faut que je vous dise quelque chose d'extrêmement important à mes yeux. Il faut savoir que nous n'avons jamais joué pour les sélections ou pour le départ des gens à la chambre à gaz. On ne nous l'a jamais demandé. Ceci étant, une ambiguïté est évidente. C'est que lorsqu'ils ont prolongé la voie de chemin de fer de là où elle était pour aller pratiquement jusqu'au pied des chambres à gaz, notre bloc de l'orchestre était en bordure de ce dernier rang de blocs et pratiquement en face des voies de chemin de fer, de la fin des voies de chemin de fer. Et au moment des grands transports hongrois, les gens arrivaient jusque-là et faisaient la queue pour aller à la chambre à gaz. Donc là, c'était 1944. En mai 1944. Voilà. Oui. Et ces gens-là, alors que nous étions porte close et
et nous entendaient jouer. Ils entendaient de la musique avant d'aller à la chambre à gaz. Mais on ne nous a jamais demandé, alors que ici ou là, dans des films, les machins, le rapport s'est fait. Ah, il y avait un orchestre, ah, il y avait la chambre à gaz, et bien l'orchestre jouait pour accompagner les gens à la chambre à gaz, ce qui n'a jamais eu lieu. Donc en fait, là, vous voyez néanmoins de là où vous êtes, du bloc. Là, vous n'êtes plus au bloc 9, hein. Au Non, bloc non, non, 9, non. ça, c'était la quarantaine. Oui, oui. Comment s'appelle le bloc où vous vous trouvez? Le numéro du bloc, Oui, je ne m'en souviens vous pas. vous souvenez plus. Là, de ce bloc, en tout cas, à partir du mois de mai 43, où on va déporter les 438 000 juifs de Hongrie, 44. 44, pardon, vous voyez bien les cortèges et les trains arriver. Tout à fait. Et on s'était d'ailleurs posé la question avec mes camarades, allait-on leur dire ou pas? Et on a décidé que non, qu'on n'allait pas leur dire, que ça ne servirait à rien, qu'on allait semer le doute éventuellement dans leur tête, ou bien leur fiche la trouille et au lieu de ne pas savoir ce qui va leur arriver, ils le sauraient et ce serait encore pire, sans penser, et ça il n'y a pas tellement longtemps que j'y ai pensé, que s'il leur était arrivé par exemple de se révolter, on en aurait attrapé un, on l'aurait torturé jusqu'à ce qu'ils disent qui leur avait dit ce qui allait leur advenir. On n'y a même pas pensé à ça. Et il l'aurait dit, certainement. Mais alors ça, Et je ne sais pas ce qui serait advenu de nous à ce moment-là. Mais ça n'était pas par calcul que nous ne leur avons pas dit. C'était par pitié. Et j'ai le souvenir aujourd'hui, dans Shoah, d'avoir vu les Polonais qui avaient ce geste-là, en voyant arriver les transports qui allaient à Treblinka ou à Sobibor, et qui faisaient ce geste. Et ça m'avait semblé horrible d'avoir fait ce geste-là pour les gens qui étaient dans ces trains enfermés. là, vous parlez des populations polonaises Oui. qui voyaient les gens Oui, partir oui. dans les trains. D'ailleurs, vous savez que même au camp et même dans notre petit bloc où nous étions, il y avait une dizaine de Polonaises non juives qui étaient de la résistance. Il y en avait même une qui était communiste. L'antisémitisme était omniprésent. Au point que le 14 juillet, on avait décidé, toutes les francophones, on avait demandé l'autorisation d'utiliser la pièce où on faisait de la musique pour fêter la fête nationale française. Et on a chanté une vibrante marseillaise. À ce moment-là, il y a la tête d'une des Polonaises qui est entrée dans l'entrebâillement de la porte et qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Ben, Dieu, on fête le 14 juillet, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale. Mais vous êtes juive. On dit oui, on est juive, mais on est aussi française. C'est vous dire un peu la tournure d'esprit qu'il y avait là-bas. C'était comme ça. Alors là, lorsque vous me dites, bon, par rapport au convoi qui amène les Juifs de Hongrie notamment, vous me dites, on s'est demandé si on allait leur dire ou pas leur dire. Là, j'ai besoin que vous me donniez des indications de la géographie et des distances. Vous êtes à quelle distance des convois? Très près. Très près. Je suis pas quelqu'un qui a le sens des distances, mais je peux vous dire qu'on était... Combien fait cette pièce-là? Là, on a 5-6 mètres. Hein. Ça? Bon, 6 mètres. disons qu'on était à 15 mètres de la voie de chemin de fer. Donc vous aviez des contacts Ah, visuels tout à fait. avec... On parlait, on leur parlait. Et qu'est-ce que vous disiez? Eh bien, on demandait des nouvelles, parce que chaque fois, on avait les nouvelles de ce qui se passait avec l'avancée des... on a su que les Anglais, les Américains avaient débarqué en Normandie. On connaissait l'avance des troupes soviétiques. On savait tout, parce que pratiquement toutes les semaines, il y avait un convoi qui arrivait d'un endroit ou d'un autre, où ils étaient informés des dernières nouvelles. Donc on savait exactement ce qui se passait. Et alors, là encore, est-ce que c'était vous seuls, les musiciennes, qui aviez cette distance de 15 mètres par rapport au convoi ou d'autres? Non, il y avait toute la rangée des blocs qui étaient sur la même lignée que nous, entre autres, à notre droite, le bloc tout à côté était occupé par les femmes de la résistance, les communistes. Et j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de discuter avec Marie-Claude Vaillant-Couturier. Et elles ont vu aussi ces convois. Et ceux qui étaient à gauche, je ne sais pas ce que c'était que ce bloc-là,
mais tout le monde pouvait voir. Le matin, en tout cas, nous, on pouvait les voir toute la journée puisqu'on était là et qu'on répétait. Mais les autres, en rentrant le soir, parce que les gens faisaient la queue du matin au soir pour aller. Et très curieusement, il y avait un type certainement très religieux, avec une grande barbe et puis des paillesses, qui lui reculait à chaque fois. On l'a vu presque pendant 2 jours. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la queue et d'avancer avec les autres, lui, il reculait, il restait au même endroit presque, il laissait passer les autres. Pourquoi? Est-ce qu'il sentait quelque chose? Est-ce que... Donc vous aviez aussi un contact visuel avec les SS qui faisaient descendre ces Oui. gens du train, avec les déportés qui aidaient toute cette manipulation à se faire, c'est-à-dire à sortir les gens du train, hein, c'est ça, il y avait des déportés qui assistaient les SS. Oui. Est-ce que vous aviez des échanges verbaux avec ces deux catégories, avec les SS et Avec avec les les SS, déportés absolument pas. Aucun. Nous n'avions absolument pas le droit de leur parler. Et eux n'avaient aucune raison de nous raconter leur vie. On n'avait jamais eu de contact avec eux, jamais. Quant aux déportés elles-mêmes, on les voyait aussi bien faire leur travail là que dans le camp lui-même, où on avait le droit de circuler entre la fin de l'appel et le couvre-feu. On avait le droit de circuler. C'est comme ça qu'un jour, je suis allé voir une camarade qui était dans un bloc, disons, ordinaire, et je les vois en train de psalmodier. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Alors elles disent, mais c'est Yom Kippour, on a jeûné et on prie. Et j'ai été prise d'une colère, mais d'une colère en disant, mais enfin, c'est pas possible. Vous priez qui? Le bon Dieu qui vous a mis dans cette situation? Le bon Dieu qui a fait de nous le peuple élu. Élu pour faire quoi? Pour vivre ce que nous vivons? J'étais hors de moi. Ces femmes avaient jeûné ce jour-là. Voilà. C'est pas croyable. Pas croyable. Et alors, il y a une chose qu'il faut que je vous dise. Ça, la voie de chemin de fer était à 15 mètres, mais à moins de 100 mètres, il y avait le camp des Tziganes. Ils étaient là, ils avaient l'air pas mal du tout. Il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait des enfants. Ça jouait, ça rigolait aussi. Et puis, un matin d'août 44, incapable de vous donner la date exacte, il n'y avait plus personne. Ils les avaient gazés dans la nuit. Le camp était vide. Voilà. Justement, ça c'est peut-être une occasion maintenant pour essayer de faire une cartographie de l'endroit où vous vous trouvez, autant que possible, et qui va nous permettre aussi de savoir la vision que vous-même, à l'époque, vous avez du périmètre dans lequel vous vous situez. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près les différentes zones, les différents lieux, comment ça se répartit tout ça? Eh bien, le camp B s'étendait, d'après moi, sur à peu près 600 mètres. Le camp A, la même chose. Il y avait une rangée de baraques en bois à la droite de la rue principale, ou à la gauche quand on entrait dans le camp. Et il y avait 3 rangées de baraques en bois. Et de l'autre côté, il y avait 3 ou 4, je ne sais plus, rangées de baraques en pierre. Alors la largeur du camp, ça pouvait faire 500 mètres. Pas plus, je crois pas. Alors c'était donc, il y avait la voie principale qui délimitait les blocs de pierre et les blocs de bois. Et il y avait des petites voies secondaires entre chaque rangée de blocs, dans un sens et dans l'autre. Et le soir, je vous dis, entre le moment de la fin de l'appel, qui durait quelquefois très longtemps, ce dont nous étions exonérés, nous aussi, nous avions des privilèges énormes. Ceci étant, il y avait d'autres commandos que nous, avec de grands privilèges, entre autres, ce qui s'est appelé le Canada, vous avez dû en entendre parler. Le Canada, c'était les femmes qui triaient les bagages, qui donc étaient parfaitement bien nourries, parce qu'elles trouvaient dans les bagages du pain, du beurre, du sucre, du saucisson, des sardines, de tout. Des brosses à dents, du savon, enfin, bon. Ça,
c'était formidable parce que nous avions effectivement le privilège d'avoir 50 litres de soupe, donc de la soupe pratiquement à volonté. Mais cette soupe, c'était une lavasse avec des rutabagas, quelques rares morceaux de pommes de terre et quelques encore plus rares morceaux de viande. Nous n'étions pas volés sur le pain, alors que dans les blocs ordinaires, les chefs de bloc avaient trouvé une astuce superbe. Elle piquait dans la moitié du pain une tranche, et ensuite elle partageait en 4 le pain, lequel pain normalement devait être, tel qu'il était apporté, partagé en 4. Donc si elles avaient 200 femmes dans leur bloc, elles avaient 40 tranches de pain, 50 tranches de pain. Vous voyez? Avec ça, elles avaient la vie belle, elles pouvaient s'acheter des pommes de terre, éventuellement même des cigarettes, car ils se vendaient aussi des cigarettes. Les Polonaises recevaient des colis. Nous avions dans notre bloc une fille qui recevait 2 colis par semaine. Donc elle mangeait même pas ce qui était donné ou à peine. Et ses parents habitaient à 30 km de là. Parmi les Juives, à ma connaissance, je veux finir de vous parler des privilèges parce que c'est important. Oui. Il faut que je vous parle un peu aussi d'Alma Rosé, non? Oui, en fait, peut-être ce qui serait bien, et peut-être ça va nous permettre de retrouver ce fil, ça serait de décrire les journées que vous passez au camp. Comment Ah oui. ça se passe, les Oui. journées? Oui, si vous voulez. Oui, oui, on peut faire ça. Allons-y. Eh bien, on se levait le matin un peu avant tout le monde, parce qu'il fallait qu'on transporte jusqu'à l'endroit où nous devions jouer les marches militaires. On y transportait les tabourets et les pupitres dont nous avions besoin, et qui étaient fort lourds. C'était dans un gros bois blanc, très lourd. Alors c'était ou 3 tabourets, ou un tabouret, 2 tabourets et un pupitre. Ça, c'était le matin. On rentrait, on prenait cette espèce de breuvage qui avait pour nom café, mais qui n'en était pas, vous imaginez bien, ou du thé, qui n'en était pas non plus, mais c'était sucré, c'était chaud, saccharine bien sûr. Et comme les Allemands avaient eu la grande courtoisie de mettre au-dessus des points d'eau que l'eau était non potable, eh ben on buvait cette boisson avec grand plaisir pour nous hydrater. On buvait quand même cette eau qui était non potable et qui était vraiment ignoble. Et on a beaucoup parlé des maladies, bien sûr, de la faim, évidemment. On a moins parlé de la soif, mais on a été aussi très, très assoiffés, très assoiffés. Moi, je m'étais promis que si je rentrais, je n'irais jamais dans un café sans demander 2 boissons à la fois. 2 bières, 2 Perrier, 2 quelque chose. 2 par 2, tellement j'étais obsédée par boire quelque chose d'agréable. De même que mon fantasme au camp, c'était une pomme. C'était une pomme. J'aurais donné je ne sais pas quoi pour manger une pomme. C'est comme ça. Il faut vous dire une chose, c'est que malgré tous les privilèges qui étaient les nôtres, et entre autres celle de ne pas avoir à faire l'appel dehors et attendre qu'on vienne nous compter pendant quelquefois 1 heure ou 1 heure et demie, nous restions dans notre bloc, quelqu'un était mis en vigie et nous annonçait quand la femme SS ou l'homme SS venait relever le nombre de femmes que nous étions. Et on se mettait en rang 2 minutes avant, et tout de suite après, on pouvait faire ce qu'on voulait, c'était bien. Donc, on allait jouer nos marches militaires. On rentrait, on prenait cette boisson, et puis on avait à peu près une demi-heure de battement, et on se mettait à répéter. Et on répétait inlassablement, parce qu'on jouait dans les concerts des morceaux comme des ouvertures, comme l'ouverture de La Pluie voleuse, de l'Italienne à Alger, de Guillaume Tell. On jouait aussi, nous avions 4 chanteuses des airs d'opéra. Il y avait une chanteuse qui était chanteuse à l'Opéra de Prague, une merveilleuse mezzo.
des airs d'opérette, et puis des chansons à la mode de l'époque. Et aussi, il y avait un medley qui s'appelait Dvorakiana, qui était des extraits des œuvres de Dvorak, et ça se terminait par le final de la Symphonie du Nouveau Monde. Alors on jouait ça et on était fous de joie parce que la Symphonie du Nouveau Monde, on avait l'impression d'être résistante, vous voyez, parce que c'était quelque chose qui nous semblait être une insulte. Alors quant au SS, jamais ils ne nous ont demandé d'aller jouer pour eux à leur messe ou quelque part pour eux, jamais. En revanche, ils venaient dans notre bloc écouter de la musique. On avait un programme, on avait un répertoire avec la liste exhaustive de tout ce qu'on pouvait jouer et ils choisissaient là-dedans. On a eu comme ça, à plusieurs reprises, la visite du fameux docteur Mengele. Et à ce sujet, je vais vous rapporter une anecdote qui me semble tout à fait significative de ce qu'a été pour les uns et pour les autres cette expérience que nous avons vécue. Je me suis trouvée à Bruxelles avec mon amie Hélène, Fanny, Anita, et nous étions en train de parler du camp et de ce que nous y avions vécu. Et j'ai dit, moi, quand Mengele venait, j'étais fascinée. Je connaissais, j'étais au 3e violon, je n'avais pas une grande responsabilité. Je connaissais ma partition par cœur et j'étais les yeux rivés sur ce monstre qu'était ce docteur Mengele qui avait droit de vie ou de mort, qui faisait des expériences, qui était vraiment... Et à ce moment-là, mon amie Hélène m'a dit, eh bien, et je lui dis, il était brun, il avait des yeux bruns, tout le contraire d'un arien pur porc. Et mon amie Hélène dit, eh bien, moi, c'était tout le contraire. Dès qu'il arrivait, j'étais terrorisée. Je me plongeais dans ma partition et je serais incapable de te dire comment il était. C'était deux comportements vraiment diamétralement opposés de ce qui nous importait ou de ce que nous redoutions ou de ce que nous vivions. Et il faut vous dire aussi que le matin, quand on se levait, on ne savait pas si on allait être là le soir pour se coucher, car il suffisait d'un ordre venu d'on ne sait où et qui disait mais on n'a pas besoin d'un orchestre, il suffit d'avoir une grosse caisse et puis une paire de cymbales, ça rythme le pas, ça suffit pour faire sortir les commandos et les faire rentrer. Et puis l'orchestre, chambre à gaz, ça aurait pu arriver. Ce qui pouvait arriver aussi, encore plus logique, c'est qu'à l'avancée des troupes alliées, ils minent tout le camp, ils fassent tout sauter. C'était plus que probable. Donc, vraiment, nous avions, quand nous parlions du retour, on disait, quand on rentrera, si on rentre. Parce que ça, c'était toujours si on rentre. Nous ne savions absolument pas comment ça allait se passer. Et en toute logique, nous ne devions pas rentrer. Et malgré cela, avec l'âme chevillée au corps, sans doute, on vivait, on blaguait, on se racontait. Une des nôtres qui avait 35 ans, qui avait beaucoup lu, nous racontait des romans entiers. On s'échangeait des recettes de cuisine, bien sûr, en salivant moultement. Et on se racontait toutes les blagues dont on pouvait se souvenir. Et on chantait des chansons de Charles Trenet, plus précisément. Alors, un mot sur Mengele. Comment vous saviez qui il était et ce qu'il faisait, cet homme? Eh bien, vous savez, tout ce qui se passait au camp se savait. Tout ce qui se passait, on le savait. Il y avait des gens qui partaient tout d'un coup. On disait, ah ben, il a été pris par Mengele. Donc, on savait que c'était pour faire des expériences. C'était lui qui présidait aux sélections dans les hôpitaux ou même hors des hôpitaux. C'est lui qui disait, celle-là à gauche, celle-là à droite. Et on connaissait très bien l'existence
de ces endroits où Mengele faisait ses expériences. Et il arrivait des choses. Vous savez, les Allemands, les SS, ont eu l'espèce de génie de déléguer au capot, au chef de bloc, de leur déléguer le tout pouvoir. Et ceux-là, pour continuer à bénéficier de ce poste d'exception avec des tas d'avantages, faisaient de la surenchère dans l'obéissance. Ce qui fait qu'à part quelques sadiques qui avaient plaisir à taper sur des déportés, ils n'avaient pas besoin de le faire. Le travail était fait par les déportés eux-mêmes. Et dans la plupart des cas, à Auschwitz en tout cas, c'était des droits communs qui tenaient les rênes du camp. Alors tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que vous aviez la possibilité de circuler dans le camp. Oui, absolument. Dans quelle zone du camp vous avez circulé? À l'intérieur du camp B et à l'intérieur du camp A quand on était en quarantaine, entre le moment de la fin de l'appel et le couvre-feu. Mais on ne pouvait pas passer d'un camp à l'autre. Et Alors, je ne vous ai pas fini de vous raconter la journée. À 11 h du matin, on venait nous chercher pour aller prendre une douche. Et nous avions une douche quotidienne, ce qui avait une valeur absolument incroyable. On pouvait donc être propre. Ça ne nous empêchait pas d'avoir des poux, parce que les poux, on avait beau tous les soirs s'épouiller, il en restait pour le lendemain. Et, fort heureusement, les poux qui n'avaient pas les mêmes raisons que les SS d'être racistes, de temps en temps, ils sautaient aussi sur des SS. Et souvent, il nous arrivait, tiens, un tel, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et on apprenait par la rumeur, était-ce vrai ou pas, qu'il avait attrapé le typhus. Et il y a eu des morts parmi les SS du typhus. Parce que sur des corps sains, en bon état, cette espèce de typhus avait plus de force et de violence que sur nos corps à nous, qui étions déjà affaiblis et qui s'attaquaient à un corps affaibli. Ce qui fait qu'on n'était pas mécontent du tout de ne pas en voir un ou deux reparaître, parce que peut-être qu'il était envoyé sur le front de l'Est, on n'a jamais su le vrai là-dessus, mais on se plaisait à imaginer qu'il était mort du typhus. On était très contents. alors, le moment est peut-être venu justement aussi de décrire vos camarades, celles qui étaient avec vous dans ce bloc, décrire le personnel de ce bloc, parce qu'il n'y a pas forcément que des camarades dans le bloc non plus. Oui. Donc, décrivons un peu, vous m'avez dit environ une quarantaine de personnes. Oui. Quelles sont les personnes les plus proches et quelles sont les fonctions? Alors, nous étions 3 groupes. Il y avait le groupe des francophones, c'est-à-dire les Grecs, les Belges et les Françaises. Les Grecs étaient toutes francophones, c'était des Juifs de Salonique qui avaient toutes fait des études dans les lycées français et qui parlaient très bien le français. Les Polonaises, non juives, bien à part, bien séparées de tout le monde, et les autres, c'est-à-dire les Juives polonaises et les Juives allemandes, qui étaient ensemble. Enfin, qui faisaient un petit groupe. Et ces groupes-là étaient très solidaires. Très. Alors la composition de l'orchestre, c'est aussi quelque chose d'assez ahurissant. Il y avait 10 violons, il y avait 3 mandolines, 3 guitares, une batterie, 2 accordéons, un violoncelle, une contrebasse et 4 flûtes. 3 petites flûtes des pipeaux et une flûte traversière qui était jouée par une femme qui me semblait très âgée à l'époque, elle devait avoir 40 ans, et qui avait été flûtiste dans un orchestre important de Leipzig ou de Dresde, je ne sais plus, je ne me souviens pas, mais d'un orchestre symphonique important. Voilà. La plupart d'entre nous étaient des amateurs. Et parmi ces amateurs, Hélène, dont je vous ai déjà parlé, qui jouait, elle avait fait 50 violons, mais elle jouait remarquablement. Elle était entrée à l'orchestre en auditionnant avec la chaconne de Bach, qui était d'ailleurs restée à notre répertoire. Et c'était vraiment merveilleux de l'entendre jouer. Alors, moi j'étais à un pupitre, au 3e pupitre, avec 2 polonaises, non juives, dont une femme assez âgée qui jouait à peine du violon, qui faisait surtout semblant, tellement elle avait peur de jouer faux.
Il y avait les 3 mandolines. Alors c'était une polonaise juive, mon amie Fanny, belge, et une grecque. C'était la grande Julie. Et il y avait vraiment entre nous une solidarité étonnante parce que Anita était juive allemande mais parlait très bien le français. Son père était avocat à Breslau. Elle avait eu une gouvernante française. Et elle a eu aussi le typhus à un moment donné. Elle est revenue très amochée aussi, pas mal de temps après moi. Et elle ne pouvait pas manger la soupe, alors que moi je m'engouffrais 2 litres de soupe. Elle ne pouvait pas supporter la soupe. Elle triait, elle mangeait un peu les pommes de terre qu'il pouvait y avoir et un peu la viande s'il y en avait. Et on avait décidé, comme elle était vraiment très maigre et qu'elle n'a pas eu la chance que j'ai eue d'avoir la diète, quand on mangeait notre soupe, on mettait de côté pour elle les morceaux de pommes de terre et de viande. Et ça, moi, je m'en souvenais pas. C'est elle qui me l'a rappelé il y a une dizaine d'années. Elle a d'ailleurs écrit un livre qui a été traduit en français, il est paru en anglais, qui s'appelle La vérité en héritage. C'est édité chez Albin Michel. C'est l'histoire de cette famille juive allemande très intégrée. Et le père était avocat et il avait fait la guerre de 14-18. Il n'a jamais voulu émigrer en disant que lui, on ne le toucherait certainement pas. Eh bien, on l'a touché. Quant à Anita et sa sœur, elles ont été travailler dans une usine où il y avait des prisonniers français qu'elles ont aidés en leur fournissant des faux papiers à s'évader. Elles ont d'ailleurs été décorées, je ne sais plus de quel mérite, par la France. Pardon. Et il y a eu aussi une anecdote tout à fait étonnante à ce sujet d'Anita. Alors ça, c'était à Bergen-Belsen parce que nous n'avons pas été dans l'orchestre jusqu'au bout. Nous sommes partis en transport le 31 octobre 1944 pour Bergen-Belsen, où nous sommes arrivés le 2 novembre. Et là, il n'y avait plus d'orchestre. Alors, on a été dans des ateliers, ça s'appelait la Weberei, je crois que ça veut dire tissage. Pour ma part, j'ai été mise à un établi où je devais, avec des lanières de cellophane, faire des tresses à 9 branches. À quoi allaient servir ces tresses, on ne savait pas. J'ai pensé que ça pouvait éventuellement être pour nettoyer le fût des canons, mais c'est une hypothèse qui ne s'est pas avérée fiable. Enfin, je ne sais pas du tout ce qu'il en est advenu. Toujours est-il que les camions sont partis avec un chargement de ces ballots de tresses à 9 branches, mais comme c'était déjà la fin, pratiquement, le camion est revenu et a redébarqué tous les trucs, donc ça n'a servi à rien. Tout ce qu'on a fait n'a servi à rien. C'était assez sympathique aussi. Alors, dites-moi juste, avant qu'on parle de ce 30 octobre 44, où vous allez changer de camp, j'avais encore une question sur ce qu'on faisait dans, dans le bloc B, hein, à Auschwitz, Oui, là où vous dans le étiez, camp B. dans le camp B. C'est que faisaient les commandos qui travaillaient là? Alors, les commandos, il y avait un commando qui travaillait à l'usine Union. C'était pas le moins mauvais. C'était même un bon commando parce que les femmes y côtoyaient des civils, donc elles avaient aussi des informations. Elles étaient plutôt mieux nourries que nous, et ça c'était pas mal. Sinon, il y avait les Außenkommando, c'est-à-dire les commandos extérieurs. Alors là, ça cassait des cailloux, ça faisait des routes, et ça c'était abominable. Les femmes allaient assez loin, à pied, dans des galoches. Elles avaient les pieds blessés. Bien entendu, on ne soignait pas. Et bien entendu, énormément de morts sont dues à la gangrène qu'elles attrapaient et dont elles ne se sortaient pas. Sans parler de la malnutrition et de la fatigue et de l'épuisement. Il y avait aussi un commando qui travaillait dans... Oh, je ne trouve pas le mot.
Là où on fait des légumes et des fruits sous abri. Dans des serres. Dans les serres. Il y avait un commando qui travaillait dans les serres aussi. Il y avait le commando évidemment du Canada qui triait les vêtements. À l'intérieur du camp, il y avait la Nähstube, c'est-à-dire l'habillement, où les femmes ravaudaient des robes, des culottes, des chaussettes, et ce que je sais. Il y avait évidemment des femmes qui travaillaient dans les cuisines. Et voilà, en gros, ce qui se passait au niveau du travail. Alors, je ne vous ai pas dit ce qu'on faisait après la douche. On rentrait après la douche et là, c'était la soupe. Alors, on mangeait la soupe. On avait aussi une demi-heure, trois quarts d'heure de pause. Et on se remettait à jouer et à répéter pour la 150e fois les mêmes morceaux. Mais ce qu'il y a, c'est que Alma Rosé, qui était très exigeante, a réussi à faire de cet orchestre qui était absolument hétéroclite et à faire en sorte que ça sonne bien. Et on aimait s'écouter parce que c'était bien, c'est vrai que c'était bien. Alors elle, par exemple, elle était violoniste et elle jouait en soliste les airs bohémiens de Sarrazate et les grandes valses viennoises, le Beau Danube bleu, la légende de la forêt viennoise, la valse de l'empereur. Bon, elle jouait ça en soliste. Elle était très appréciée des SS, au point que, lorsqu'elle est morte en avril 1944, d'une tumeur au cerveau, elle était allée au Révire, elle aussi, et on a érigé un catafalque. C'est un cas absolument unique dans les annales des camps de concentration, où nous avons été admises de venir la saluer pour une dernière fois, le 5 avril 1944. Qui a érigé, qui a pu Les SS ont décidé, je ne sais pas, un des chefs de camp a décidé que tous ceux qui voulaient défiler devant sa dépouille puissent le faire. Et comment l'orchestre a-t-il fonctionné après cette disparition? Eh bien, il y avait une fille privilégiée qui était pianiste de son état, mais n'avait pas piano, qui était une Ukrainienne. Pourquoi elle était privilégiée, nous ne l'avons jamais su. Mais elle avait été imposée à l'orchestre par les SS. Il faut l'apprendre. Bon. Ah oui, il y avait aussi ce que je ne vous ai pas dit, c'était là qu'elle a été, les copistes. Parce que les SS nous fournissaient les partitions qu'il fallait ensuite orchestrer. Ça pour les premiers violons, ça pour les flûtes, ça pour le violoncelle, etc. Et il y avait 8 copistes. Et Maria faisait partie des copistes. Et comme elle avait été persona grata, c'est elle qu'on a nommée pour remplacer Alma, lorsqu'Alma est morte. Ce d'avril jusqu'à octobre 45. 44. 44, oui, vous avez raison, bien sûr. Je me mêle les pédales un peu. Et on n'avait pas besoin qu'elle nous dirige, on connaissait toutes les partitions par cœur, on était sur les rails, on a joué aussi bien que du temps d'Alma ou pas loin, sauf qu'il n'y avait personne pour jouer les valses viennoises et les airs bohémiens de Sarrazate, mais on a continué comme ça, sans problème. Alors le 30 octobre 44, vous m'avez dit, 31 octobre 44, vous m'avez dit, on change de camp. On nous emmène en transport, oui. Comment ça se passe? On vient vous chercher? Ça se passe qu'un ordre passe dans le camp. Les musiciennes juives doivent se présenter au bloc de l'habillement. Nous étions très proprement vêtus, très chaudement vêtus. On avait même un uniforme, enfin on avait des robes bleu marine. Et pour les concerts, on avait des jupes plissées bleu marine et des chemisiers blancs. Pour le dimanche, les concerts. Bon. Alors on est allé rendre nos vêtements et on nous a redistribué des hardes. Vraiment des choses. Entre autres, moi, on m'a distribué un manteau qui m'arrivait jusqu'aux chevilles, très maigre, très mince. Au point que, quand nous avons été dans
dans le wagon à bestiaux, car nous étions dans un wagon à bestiaux. Mais là, dernier privilège, les 30 femmes que nous étions ont eu pour elles toutes seules un wagon à bestiaux, ce qui fait qu'on avait de la paille, on était au large, on nous avait donné un pain, puis je ne sais pas quoi d'autre. Parce qu'il n'y avait pas que les 30 musiciennes dans le train. Non. Qui y avait-il? Non, il y avait aussi les 30 musiciennes. Non, ça a été un convoi d'un millier de femmes à peu près, dans lequel il y avait Anne Frank. Nous l'avons su après, qu'elle était dans ce convoi-là. Nous l'avons su longtemps après, parce qu'elle est morte pas très longtemps après son arrivée à Belzone, et des camarades à elle, ses camarades à elle, l'ont appris, enfin nous l'avons appris quand le journal a paru, quand on a reparlé d'Anne Frank, on ne savait pas, elle-même ne savait pas qu'elle était Anne Frank au moment où elle était là-bas, vous comprenez? Non, on était un millier à peu près. On est arrivé d'ailleurs dans des conditions effroyables. Il n'y avait pas de bloc pour nous attendre, du tout. Il y avait des toiles de cirque. On était comme sous un cirque. C'était des tentes énormes, avec de la paille par terre, avec les latrines dehors et les points d'eau dehors, où nous avions décidé, entre nous, que nous allions nous obliger à nous laver tous les jours. On avait eu une douche tous les jours, on savait qu'on n'allait pas avoir grand-chose à manger, donc il fallait impérativement qu'on respecte les règles de l'hygiène, et que s'il y en avait qui flanchaient, c'est à coup de pied aux fesses qu'elle irait se laver, mais qu'il fallait se laver. Et on l'a fait. On se dénudait jusqu'à la ceinture, dans un premier temps. On enlevait le bas, après on se lavait entièrement, tous les jours, dehors. Alors est-ce que c'est pour ça? Mais je peux vous dire que je suis, toutes les maladies que j'ai pu avoir, je suis immunisée. Vraiment. Je me coupe le matin, en épluchant une carotte. Le soir, c'est fini. Le lendemain, il n'y a plus rien. C'est étonnant. Mais je pense que j'ai été vaccinée avec le typhus, avec la paratyphoïde, j'ai eu tout ce qu'on peut imaginer, la jaunisse, les oreillons, enfin bon, je sais pas quoi d'autre, mais... Donc, décrivons un petit peu la vie à Bergen-Belsen. Qu'est-ce que vous faites? Alors, à Belzone, ben, je vous l'ai dit, d'abord on a vécu dans ces tentes, ensuite, je ne sais comment, se sont libérés quelques baraquements, on nous a transférés, et là, on nous a mis à travailler dans cette espèce d'atelier où on faisait les tresses à 9 branches. On faisait ça et puis on allait le soir. Alors là, alors qu'à l'orchestre, on avait un chalit chacune, un drap et une bonne couverture. Là, on était dans un chalit étroit de 80 centimètres. On était deux. Et on se mettait tête bêche. Et on essayait de se retourner en même temps pour ne pas trop se gêner. La nourriture était pratiquement la même qu'à Auschwitz. Et il y avait la pelle aussi? Il y avait la pelle aussi, bien sûr. Bien sûr. Et c'est là qu'il y avait aussi un camp qui s'appelait le camp de l'Étoile, où on avait déporté les femmes et les enfants de prisonniers de guerre juifs qui n'ont pas été déportés à Auschwitz, qui ont été déportés directement à Bergen-Belsen, dans ce camp des familles, où, évidemment, c'était pas plaisant du tout, mais il n'y avait pas de chambre à gaz, et les enfants étaient avec leur mère. Moi, je connais deux femmes qui avaient 3 ans, 2 jumelles, elles avaient 3 ans à l'époque. Il y en a qui avaient 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et ça, c'est parce que les pères étaient prisonniers de guerre, soit dans des stalags, soit dans des oflags. Et beaucoup d'entre eux ont eu la vie sauve grâce à ça. Alors,
En janvier 1945, vous êtes toujours à Oui, Bergen-Belsen. oui. Comment ça se passe les derniers mois, les dernières semaines? Écoutez, les derniers mois, moi, je peux vous parler surtout parce que, bon, depuis le moment où on est entré dans cette espèce de d'atelier, ça a été l'atelier, puis le retour au bloc le soir, là, l'appel, comme ça. Et c'est là qu'est intervenue une histoire que je vais vous raconter parce elle vaut son pesant d'étonnement. Un jour, nous étions à l'appel et Anita était derrière moi. Anita, donc, fille d'un avocat allemand. Elle me tape sur l'épaule, elle me dit, tu vois, cette Aufseherin, je la connais, cette femme SS allemande, je la connais. Je suis incapable de te dire d'où, je suis incapable de la situer, mais je la connais. Bon, il se passe une dizaine de jours. Elle revient nous conter cette femme allemande-là. Et à ce moment-là, il y a eu un éclair dans les yeux d'Anita, parce qu'elle me tape de nouveau sur l'épaule en me disant, ça y est, je sais. C'était la bonne à tout faire, un collègue à mon père, qui était avocat, et chez qui j'allais jouer parce qu'il avait des enfants de mon âge. Et j'ai appris par la suite que un bon nombre de femmes SS étaient issues de ces gens de maison qui trouvaient là une promotion tout à fait extraordinaire, de femmes de ménage qu'elles étaient ou de cuisinières, d'avoir droit de vie ou de mort sur des femmes chez qui elles avaient lavé le plancher. Ça devait être quand même assez bien perçu. Et est-ce qu'Anita a tenté de se faire reconnaître de cette Pas du dame? tout, non, non, absolument pas. Non, non, c'était pas souhaitable non plus, parce que ça aurait pu lui. L'autre ne lui serait pas tombé dans les bras en disant, ah bah oui, je t'ai connu quand tu avais 12 ans. Non, 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 il n'en était pas question. Donc les derniers moments. Alors les derniers moments, je peux difficilement vous en parler parce que j'étais, encore une fois, dans la maladie, c'était la paratyphoïde, d'après mes descriptions, d'après ce que j'ai pu dire, parce que personne n'est venu m'ausculter pour me dire que c'était ça. Et j'ai su que les Allemands avaient quitté. En fait, on a été libérés par le départ des SS. Ils sont partis au moins 48 heures avant l'arrivée des troupes anglaises. Alors j'ai su qu'ils étaient partis. Moi, j'étais grabataire. Et quand les Anglais sont arrivés, on m'a tout de suite, dès que ça a été possible, transporté, cette fois-ci dans un vrai hôpital, qui était l'hôpital des SS, qui était tout à côté des casernes SS. Ça devait être à 3 kilomètres à peu près du camp. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que, d'abord, j'ai guéri relativement vite. On m'a réalimenté lentement. Et je faisais le mur pour aller rejoindre mes camarades au bout d'une dizaine de jours, qui étaient, elles, dans le camp des SS, dans la caserne des SS. Et je rentrais le soir à l'hôpital. Et puis, quand est arrivé le mois de mai et qu'on a prévu qu'on allait nous rapatrier, alors bon, j'ai reçu ma petite carte d'identité et puis on a mis 8 jours avant de rentrer en France. Mais vous dire, et ça, c'est pas uniquement moi qui le dis, bon, j'étais dans un état comateux, c'est sûr, mais il n'y a pas eu la grande liesse au moment de la libération. Il n'y a pas eu vraiment l'explosion de joie. Il y a eu comme un étonnement déjà, un étonnement, parce que ça nous semblait, même à Belzène, on se disait que les Allemands, avant de partir, allaient tout faire sauter, et que c'était ça, notre destinée. Et puis on avait trop souffert, on en avait trop vu, on n'était pas en mesure de laisser libre cours à une joie qu'en fait nous n'avions pas. D'accord, nous étions libérés. Voilà, c'était fini. Bien d'autres choses étaient finies aussi. Ça s'est passé à quel moment exactement, le moment où vous étiez très malade Ah, et où
le camp... Les troupes anglaises sont arrivées le 15 avril. Et moi, j'ai commencé à être très malade vers le 10. Vers le 10. Mais je vous dis, j'ai su le départ des SS, qui sont revenus d'ailleurs, parce que Kramer s'est sauvé du camp, mais il a été rattrapé. Et il est revenu au camp avec les boulets aux pieds. Et il a fait, avec les autres SS, le chargement des corps, des cadavres de déportés, qui n'a pas eu lieu très longtemps, parce que comme ils allaient être lapidés par les déportés eux-mêmes, on les a enlevés de la corvée en question pour qu'ils ne soient pas lapidés. Et Kramer a été jugé et exécuté à Lunebourg au cours d'un procès très peu de temps après la libération des camps. Mais ça, vous l'aviez vu, Kramer revenant Non, je ne l'ai pas vu parce que j'étais à l'hôpital et que mes camarades non plus l'ont pas. On l'a vu dans les documents qui ont été filmés par les Anglais. Et si vous voulez, il y a eu énormément de documents sur la libération du camp de Belsen, parce que c'est Alfred Hitchcock, qui était au service cinématographique des armées anglaises, qui a filmé la libération de Bergen-Belsen. C'est une chose que tout le monde ne sait pas. Et on voit très bien dans les documents Kramer qui a été rattrapé et qui, boulet aux pieds, est revenu au camp. Quels sont les contacts que vous avez avec ceux qui libèrent le camp? Est-ce que vous leur racontez ce qui s'y fait? Est-ce qu'ils sont bouleversés? Comment ceux qui vont libérer le camp, les troupes qui libèrent le camp, quelle est leur attitude face à tout ce qu'ils découvrent? Leur attitude a été de gens complètement débordés par ce qu'ils voyaient. Complètement, et même allant jusqu'à être imprudents. Ils ont été terriblement imprudents en distribuant aux déportés des rations, leurs rations militaires, que les estomacs des malheureux qui étaient affamés n'ont pas pu digérer. Il y en a beaucoup qui sont morts d'avoir mangé trop et mangé riche comme ça. Ils ont été complètement stupéfaits, ils n'y croyaient pas. C'était d'ailleurs, vous ne pouvez pas imaginer, l'amoncellement de cadavres qui n'avaient pas pu être emmenés dans les charniers à leur arrivée. Car c'était les déportés eux-mêmes qui traînaient les cadavres en les prenant par les chevilles et qui les emmenaient dans un charnier. Aujourd'hui, au camp de Bergen-Belsen, il n'y a plus un seul baraquement. Les Anglais ont tout brûlé à cause du typhus et des poux. Il y a des tumulus avec ici reposent 2000 personnes, ici 5000 personnes. Ici, ouais. Tous les gens qui étaient dans les charniers ont été recouverts. Et c'est tout ce qui reste du camp. Quand est-ce que vous retournez en France et dans quelles conditions? Comment? Alors, on retourne en France. Ça a mis 8 jours. Les conditions étaient pas les meilleures. D'abord parce qu'il n'y avait pas beaucoup de trains, il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'acheminement. On a commencé par nous mettre dans des camions. Et puis on a fait escale à Zell, c'était à 30 km du camp. On y est resté une nuit ou deux, je ne me souviens pas. Après, on a eu un train de marchandises encore, qui nous a emmenés vers le nord, vers la Hollande. Ensuite, on a eu un train qui nous a emmenés en Belgique. Ouais, on est redescendu en Belgique. Et puis après, je suis arrivé à Paris, mais ça a mis 8 jours. Je suis parti le 17 mai, et je suis arrivé le 25 à Paris, à l'hôtel Lutetia, où j'ai été accompagné par un boy scout qui m'a emmené depuis la gare du Nord jusqu'à l'hôtel Lutetia. Et alors, l'hôtel Lutetia, comment ça se passe? Eh bien, à Lutetia, on est reçu par des médecins. On nous demande ce qu'on a eu comme maladie. À chaque fois, le médecin qui levait la tête pour me regarder, qui se penchait pour écrire, avait les yeux qui lui sortaient presque de la tête, tellement il était affolé. On nous a donné 1500 francs de l'époque, ce qui correspond à peu près à 1500 de nos nouveaux francs d'avant l'euro.
Et puis moi, j'avais des amis à Paris qui n'étaient pas juifs et qui avaient été très gentils, des gens d'origine hongroise, chez qui je suis allée, qui m'ont bien entendu reçu, qui se sont mis en rapport avec cet oncle dont je vous ai parlé, qui avait entendu mon nom à la radio, parce qu'on a énuméré le nom des gens qui étaient des survivants, les survivants. Et il est venu me chercher à Paris. Et je suis retournée au Havre, où j'ai récupéré, comme je vous l'ai dit, le magasin de mon père, que j'ai exploité avec cet oncle et ce cousin qui est rentré de son camp de prisonnier à peu près 3 semaines après moi. Je voulais vous demander quel était votre état physique lorsque vous arrivez à Paris ce 25 mai 1945. Eh bien, écoutez, il n'était pas calamiteux. Je devais peser quelque chose comme 42 ou 3 kilos. Ce qui fait que c'était pas monstrueux. J'étais pas monstrueusement maigre. Je sais que une femme que j'ai connue est rentrée, elle faisait 29 kilos. C'était quand même pas la même chose. Et on avait eu quand même 1 mois pour se remonter un peu entre le moment de la libération et notre départ, et pendant lequel on a été bien alimenté. Il n'y a pas eu de problème du tout à ce niveau-là. On a très bien mangé et ça va vite. Et au point que, après être rentré, je suis allé voir le médecin de famille, qui, le malheureux, croyant bien faire, m'a donné de la suralimentation, moyennant quoi j'ai pris 20 kilos en 2 mois. Et puis après, j'étais obligé de faire du régime pour maigrir. Ce qui est le comble de l'horreur et de l'injustice. Donc vous retournez au Havre. Oui. Et j'ai compris, si j'ai bien compris, vous reprenez cette affaire, vous reprenez le magasin avec votre oncle. Oui, et mon cousin. Oui. Et votre cousin. Oui. Et c'est dans ce magasin que vous avez travaillé ensuite, après-guerre, hein? Je suis resté 2 ans. En fait, moi, je ne connaissais rien au travail de tailleur, mais disons que je m'occupais de la vente et de la comptabilité. Enfin, je faisais ça. Puis au bout de 2 ans, j'en ai eu assez. C'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et cette ville qui avait été martyrisée, qui était pas reconstruite encore, qui était d'une tristesse terrible. J'avais une très bonne amie à Paris qui m'a hébergée et je suis montée à Paris. Et j'ai chanté. Voilà, les cabarets rive gauche, des choses comme ça. J'ai fait ça. Vous avez vécu comme ça? J'ai vécu comme ça, et puis je me suis mariée, et puis j'ai eu 2 enfants, assez tard, et c'était très bien, parce que j'avais eu le temps d'évacuer un peu tout ce que j'avais vécu, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de mes camarades qui ont eu des enfants très vite, et qui, elles, n'ont pas su bien gérer cette maternité et le rapport qu'elles pouvaient avoir avec leurs enfants. Parce qu'elles n'en étaient pas capables. Si je l'ai été, c'est parce que j'ai eu ce temps et ce recul possible. Vous êtes marié à quelle époque, hein? Oh, je me suis mariée en 60. En 60. Et puis j'ai divorcé en 68. Et alors là, je suis partie avec mes enfants. J'ai ouvert un restaurant dans lequel je chantais aussi. Et après cela, j'ai vendu le restaurant, qui a très bien marché. Et je suis entrée au centre de Château-Vallon, que l'on connaît pour les ennuis qu'ils ont eus avec le Front National à Toulon, car j'étais à Toulon. Et j'étais chargée d'un atelier chanson-poésie pour les jeunes, où j'ai monté des spectacles avec les jeunes. J'ai monté un spectacle Prévert, j'ai monté un spectacle Aragon, et puis des spectacles où les jeunes qui écrivaient des poèmes ou des chansons se manifestaient dans des galas, dans des maisons de retraite, tout ça. J'ai envie de vous demander tout de suite quelle était la place de ce que vous aviez vécu, c'est-à-dire la déportation, dans votre vie après. En quoi ça a infléchi votre destinée d'une certaine façon? Je suis incapable de vous répondre d'une manière très précise, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai décidé
vraiment décidé de faire 2 colonnes. Une colonne avec ce que j'avais vécu, effectivement, mon passé, d'où je ne renie rien et dont je me souviens fort bien, et une colonne pour ce qui est de mon avenir. Et je n'ai pas voulu que l'un vienne faire une quelconque interférence dans l'autre. J'ai 2 vies, j'ai eu 2 vies. Et je crois que c'était assez sage de voir les choses de cette façon. Parce que de tous mes camarades, ceux qui font encore aujourd'hui des cauchemars, qui n'ont pas réussi vraiment à prendre un peu de recul avec ce qu'ils ont vécu, c'est l'enfer, carrément. Alors, comment ça s'est organisé, ça? C'est un point, ce que vous dites là, qui m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais essayer de savoir comment concrètement vous avez construit, s'il y a 2 colonnes, c'est donc qu'il y a une ligne, comment se construit cette cloison entre les deux, et notamment, je vais préciser ma question, à qui vous parlez de ce que vous avez vécu? Quand est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous en parlez seulement? Alors, d'abord, il a fallu quelques années pour que j'en arrive à construire cette ligne de démarcation entre les 2 choses. Ça n'est pas arrivé tout de suite. C'est arrivé au moment où j'avais décidé, où j'avais eu envie, où je voulais absolument avoir des enfants. Coupé de mon ascendance, je voulais une descendance. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'en ai décidé ainsi et que j'ai réussi à le faire. Et qu'est-ce que c'était l'autre question? Je ne me souviens pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand vous Ah avez oui, quand j'en ai parlé. parlé, voilà. Ouais. Alors, pas au début, bien sûr. Personne ne voulait nous écouter. Vous avez essayé donc. Je suis rentrée, quand j'étais au Havre, j'ai mon ami d'enfance dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait fait une petite après-midi dansante, une boum, à laquelle j'étais conviée, et je racontais, on n'arrivait pas à m'arrêter. Et à un moment donné, il y a un jeune homme de mon âge qui est venu me trouver, qui m'a dit « Écoute, arrête parce que ça n'est plus supportable ». Alors, j'ai reçu ça comme vraiment un seau d'eau froide sur la tête. Et je me suis dit que si vous ne pouvez pas supporter d'entendre ce que j'ai vécu, alors là, je me tais. Je ne parlerai que si on me le demande et que si on s'y intéresse. Bien entendu, ça n'a pas été le cas de nos proches et de nos familles. Mais pour ce qui est des autres, et très, très normalement, c'est assez compréhensible. J'en veux pour preuve le livre qu'avait écrit, bien sûr son nom va m'échapper, Roger Icor, qui a écrit un livre sur son incarcération dans un stalag, dans un oflag. Et il était passé à Lecture pour tous, qui était la grande émission littéraire de l'époque. C'était en 65. Et un des meneurs de jeu lui demande « Mais pourquoi avoir attendu 20 ans pour écrire votre livre ?» Alors il dit d'abord parce que il a fallu que les choses se mettent en place dans ma tête, que j'ai un certain recul, Et puis il dit, de toute façon, les Français n'étaient pas prêts à nous écouter. Et je ne parle même pas des déportés, encore moins les déportés. Parce qu'ils avaient souffert, et c'est vrai. Les Français avaient souffert. Ils avaient eu faim. On avait des tickets d'alimentation. Moi, j'ai fait la queue pour avoir 3 rutabagas et 2 navets. Et j'entendais des femmes dire « j'ai maigri de 18 kilos, j'ai maigri de 22 kilos ». Il y avait des femmes dont les maris étaient prisonniers de guerre, des femmes dont les fils étaient dans le maquis. Les gens avaient souffert, ils n'étaient pas prêts à nous entendre, pas du tout. On nous l'a reproché d'ailleurs après, ce qui est un comble, alors que nous étions... Et alors, il y avait l'ambiguïté aussi des gens qui disaient
On aimerait bien vous poser des questions, mais on n'ose pas pour ne pas ramener, vous rappeler de mauvais souvenirs. Bon, alors moi je voulais pas parler parce que je voulais pas imposer aux gens quelque chose qu'ils n'avaient pas envie d'entendre, et les autres n'osaient pas me poser la question pour ne pas me traumatiser. Ce qui fait qu'on n'a pas parlé pendant très longtemps, et puis c'est seulement maintenant, il y a une dizaine d'années, que c'est devenu, et les témoignages sont devenus un besoin vraiment très intense, et que les professeurs d'histoire nous demandent d'intervenir, de venir dans leur classe pour témoigner, et ceux qui sont capables de le faire, le font, bien sûr. C'est-à-dire pour vous, là on parle tous les deux et vous dites qu'à une époque ça ne se faisait pas, on ne le faisait pas beaucoup. Quel est le premier moment où vous avez donc publiquement pris la parole, où vous avez été sollicité pour le faire? C'est véritablement, vous dites, il y a une dizaine Oui, d'années, absolument, oui, oui. jamais avant. Si, par exemple, dans une soirée amicale, avec des gens qui n'étaient pas directement concernés, il est arrivé que quelqu'un, sur la pointe des pieds, me pose une ou deux questions, et qu'à ce moment-là, je suis intarissable. Et à ce moment-là, on se quittait à 2 heures du matin, et j'avais pas tout raconté. Donc ça se faisait quand même encore dans une Ça se sphère faisait. privée. Oui, absolument. Mais là où ça devient, maintenant que ça devient de l'histoire, que les gens ont aussi pris du recul par rapport à leur famine, à leurs difficultés du temps d'occupation, ça devient de l'histoire, et les gens, et surtout, c'est au programme aussi des élèves, c'est au programme des troisièmes et au programme des premières ou des terminales, je ne sais plus. Donc il y a une demande vraiment très... Là aussi, peut-être on va encore revenir aux deux colonnes que vous avez décrites tout à l'heure, et au moment important de votre mariage et de la naissance des enfants. Qu'est-ce que vous avez dit aux enfants? Qu'est-ce que vous leur avez transmis? Je l'ai fait petit à petit. Je l'ai fait au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Je ne pouvais pas leur asséner d'un seul coup, d'un seul, toutes ces choses. D'abord, ils n'auraient pas compris, puis ça aurait été vraiment débile de ma part. Alors, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, je leur expliquais déjà. J'ai eu à leur dire pourquoi ils n'avaient pas de grands-parents de mon côté. Alors, je prenais comme exemple, pour ma fille, par exemple, qui est l'aînée de mes 2 enfants, je le prenais comme exemple Thierry Lafronde, qu'elle aimait beaucoup. C'était un feuilleton télévisé où on voyait Thierry Lafronde qui boutait les Anglais hors de France. Alors je lui expliquais qu'il y a eu la guerre, et puis il y a eu, comme pendant Thierry Lafronde, des gens qui sont venus occuper la France, et que mes parents, ils ont été tués par ces gens-là. Ah bon, me dit ma fille, pourquoi on les a tués puisqu'ils étaient si gentils? Que voulez-vous répondre à ça? Bon, puis petit à petit, là-dessus, bien sûr, je leur ai raconté, il fallait le faire. Et pour celles qui ont eu des enfants très vite après le retour, je dis, ça a été beaucoup plus difficile parce que elles n'envisageaient même pas de raconter à leurs enfants. Parce qu'elles voulaient les ménager, alors que non seulement elles ne les ménageaient pas, mais elles entretenaient chez eux une sorte de culpabilité, ne sachant pas vraiment ni les tenants ni aboutissants. Et j'ai une amie qui est psy et qui a pour clientèle les enfants et petits-enfants des déportés. Alors il y a aussi dans votre vie, et je vais vous dire ça parce que souvent c'est une chose que les petits-enfants remarquent, c'est le numéro qu'on vous a inscrit sur le bras. Bien sûr. Est-ce que vos enfants vous ont posé des questions à ce sujet? Bien sûr, bien sûr. Et là, je leur ai... Pour ce qui est de ma fille, elle avait 3 ans la première fois qu'elle m'a posé la question. Je lui ai dit, tu sais, c'est une chose importante et je te parlerai de ça quand tu seras plus grande et que tu pourras comprendre.
Et bien, dès qu'elle a été en mesure de comprendre, et comme je lui avais déjà parlé de ses grands-parents qui avaient, pendant la guerre, été tués, c'était déjà, si vous voulez, une amorce de ce qui allait être mes explications quant à ce numéro tatoué sur mon bras. Il y a, peut-être vous le savez, quelques déportés qui ont voulu l'effacer, ce Oui, numéro. Est-ce que cette idée vous a un jour traversé? oui, oui. M'a d'autant plus traversé qu'un jour, très peu de temps après mon retour, je me trouvais dans l'autobus, à l'endroit où il y a 4 places. En face de moi, il y avait une fille de mon âge à peu près, et sa mère. Et je vois la fille qui pousse du coude comme ça sa mère, et qui lève les yeux vers mon numéro. C'était gros comme une maison, enfin, ça, c'était même pas discret. Et sa mère regarde, toutes les deux se regardent et pouffent de rire. Alors je me suis dit, c'est pas possible, moi je vais enlever ce truc-là, je peux pas supporter qu'on rit. Elle savait pas ce que ça signifiait, bien sûr. C'était pas du tout parce qu'elle savait ce que ça signifiait, c'est parce qu'elle ne savait pas. Ils se sont dit, voilà une folle qui s'est fait tatouer un numéro sur le bras. Dans le métro, on m'a posé la question. À quoi je disais, c'est mon numéro de téléphone. Les gens ont été très longtemps avant de savoir. Et vous savez quand les gens se sont mis un peu à s'intéresser à tout ça, je vais vous le dire. Bien qu'il y ait eu vraiment des comportements que je n'ai pas bien compris de la part de certaines personnes pour qui, par ailleurs, j'ai infiniment de respect, c'est la façon dont on a jugé le film de Spielberg, La liste de Schindler. Je vais vous dire, la liste de Schindler a fait plus que tous les livres qui ont pu paraître sur ce sujet, que toutes les explications qu'on a pu ici ou là donner en petits morceaux à des gens qui s'y intéressaient. J'ai rencontré 2 femmes qui avaient entre 40 et 50 ans et qui m'ont avoué qu'elles ne savaient rien. Pas des imbéciles, hein. L'une était infirmière, l'autre secrétaire de direction. Elles ont découvert ce qu'a été l'affaire qui nous concerne en voyant le film de Spielberg. Donc je trouve qu'il a fait utile. Et c'est à partir de là aussi que les questions se sont posées, que les demandes se sont faites. Oui, alors ça c'est intéressant. Et j'avais justement envie de vous demander, dans l'histoire du débat public sur l'extermination, sur la Shoah, qu'est-ce qui, pour vous, constitue les dates les plus marquantes? Parce qu'au fond, il y a les procès de Nuremberg, et ça c'est tout de suite après la guerre. Il y a Eichmann à Jérusalem, jugé en 1967. Il y a aussi des procès de Touvier, de Papon, de Barbie à Lyon. Il y a l'audiovisuel, il y a le cinéma, il y a Shoah de Lanzmann. Vous avez mentionné la liste de Schindler. On pourrait aussi parler de La vie est belle de Benigni. Il y a énormément. Oh non, n'en parlons pas, Oui, s'il mais vous plaît. justement, quand je mentionne juste des épisodes où il y a eu le débat, hein, le débat sur l'extermination. Ça a aussi été un moment où on a parlé de cette période-là. Et donc, il y a eu un documentaire Holocauste qui a beaucoup marqué Et aussi. puis, non, c'était pas un documentaire, c'était un Un feuilleton film de fiction, américain, un feuilleton. très maladroit, mais bon, plein de bons sentiments, qui voulait. Il y a eu surtout Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Alors, qu'est-ce que vous retenez dans tous ces moments? Évidemment, je les ai énoncés un peu en désordre et de manière un peu télégraphique, mais qu'est-ce qui, pour vous, Compte a été marquant? Oui, qu'est-ce qui a compté? tout sauf le film de Benigni. Tout. Il y a eu un film aussi que vous n'avez pas cité et qui pourtant était très intéressant et qui s'appelait Train de vie, que vous n'avez peut-être pas vu parce qu'il a une sortie un peu discrète. Mais tout ce qui a rapport à la déportation, dans la mesure où ça n'est pas irrespectueux, me semble utile. Parce que chaque film apporte un élément, une information, quelque chose qui touche les gens, et c'est important.
Alors maintenant, peut-être pour terminer, j'avais envie, enfin encore deux questions, disons, de vous poser une question qui a trait aux indemnisations et aux pensions. Est-ce que vous avez jamais fait des démarches dans ce sens? Et si oui, à quel moment vous l'avez fait? Oui, j'ai fait des démarches en ce sens. Vous dire exactement l'année, j'en suis incapable, mais dès que ça a été possible et que ça a été voté et que bon, ça n'a pas été tout de suite, hein, parce que quand on est rentré, je pense que la France était exsangue, aussi bien financièrement qu'autrement. Il a fallu sans doute attendre les dédommagements venant de l'Allemagne pour pouvoir offrir aux gens des pensions. Oui, j'en ai fait la demande et j'ai une pension. J'ai une pension, j'ai une carte de GIG, de grand invalide de guerre. J'ai 75% de réduction sur le train. Voilà, j'ai ce genre d'avantage, oui. Est-ce que vous êtes membre d'associations, de regroupements d'anciens Bien sûr, déportés? bien sûr, je fais partie des anciens d'Auschwitz. Je fais partie aussi des anciens de Bergen-Belsen. Ce sont les deux camps où j'ai été Et quand est-ce que vous avez adhéré? dès que ça a été possible, dès que ça a eu lieu, dès qu'il y a eu les associations, bien sûr. Alors mon ultime question, c'est celle-ci, c'est puisque vous témoignez, est-ce qu'il y a dans le témoignage quelque chose de lacunaire? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne parvenez pas à dire, soit que vous ne vouliez pas, soit que vous ne pouviez pas? Est-ce que ça laisse un goût de quelque chose, comme si on avait quelque chose toujours en réserve qu'on n'a pas encore dit? Est-ce que vous avez ce sentiment parfois? Non, non, mais comme je fais mes témoignages jamais avec des notes, jamais avec des papiers, et où je vais selon, selon sans doute ce que je ressens ce jour-là, et selon aussi l'échange que je peux avoir avec l'auditoire, car ça compte, et je sens très bien quand il y a des gens, non pas hostiles, mais que ça peut ennuyer. C'est arrivé. Qui s'ennuient, qui bâillent, oui, mais oui. Et pourquoi pas, s'ils ont une digestion difficile, ils bailleront. Donc ça dépend beaucoup de ça. Et je ne dis pas toujours les mêmes choses. Et je vais vous citer un exemple qui est tout récent. J'étais mardi dernier, j'étais à Brissac, dans un collège, où je faisais, c'était la deuxième année que je venais faire un témoignage pour des troisièmes. À la fin de mon témoignage, il y a un jeune garçon qui était redoublant, qui vient me trouver et qui me dit « Vous n'avez pas parlé des 2 boissons que vous alliez commander quand vous alliez rentrer. » Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Eh bien, il était frustré parce que j'avais pas pensé à raconter ça. Je dis à chaque fois des choses différentes. Et cette fois-là, j'avais pas parlé de ça. Eh bien, il n'était pas content. C'est vous dire que mon témoignage est quelque chose que je tiens à garder, disons, aussi spontané que possible. Et pas écrit, revu, corrigé. Je ne crois pas employer les mêmes termes à chaque fois. Il m'arrive d'ailleurs un jour, j'avais parlé, car on avait ça aussi, on avait la dysenterie au camp. Il y a un garçon qui se lève et qui dit « Madame, c'est quoi la dysenterie ?» Le mot gastro ne m'est pas venu. Le mot diarrhée ne m'est pas venu. Et j'ai répondu, mais vraiment du tac au tac, c'est la chiasse. Et je m'en suis voulu en me disant, mon Dieu, mais j'aurais jamais dû dire ça devant ses enfants. Et à la réflexion, je me suis dit, non, ce n'était ni la diarrhée, ni une gastro, c'était la chiasse. On ne pouvait pas nommer ça autrement. Alors voilà, j'ai gardé ça. Et est-ce qu'il y a des moments de la vie du camp qui, dans votre vie quotidienne après, vous reviennent? Est-ce que vous avez des images du camp, quelquefois, quand vous vivez Tout à fait. Oui, oui. Oui, oui. D'ailleurs, en partant d'ici, très certainement, je me dirais, ah tiens, je n'ai pas parlé de ça, pourtant c'était important. Et je reverrai sans doute les conditions dans lesquelles j'ai vécu ce dont je n'ai pas parlé, certainement. Du reste, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vous fais des descriptions, j'ai les images. Moi, j'ai les images devant les yeux. Quand tout à l'heure, vous m'avez demandé à quelle distance étaient les rails de chemin de fer,
Je les voyais, les rails de chemin de fer. Je voyais le camp des tziganes. Et c'est presque obligatoire pour donner la vraie mesure des choses. C'est pas une volonté, je ne me suis jamais forcée à ça. Ça vient naturellement. Merci. Merci infiniment. Je vais reboire un coup pour fêter ça. Bah,